There never will be, because time is always now. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur 95.2, la radio ici maintenant, Paris-Île-de-France, ici et maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Bonjour à tous. Nous n'avons pas de revue de presse internationale aujourd'hui puisque cela sera la semaine prochaine avec Pierre Jovanovic. En l'occurrence aujourd'hui, nous allons parler de 2012 avec Alexandre Rouget. Alexandre, bonjour. Bonjour Laurent. Un grand plaisir de t'accueillir à nouveau dans nos locaux puisque tu étais venu précédemment pour une autre émission nous faire part, d'ailleurs un petit trou, c'était... Sur le Codex Alimentarius. Merci bien. Je t'en prie. Aujourd'hui nous allons parler de 2012 suite à un article que tu as écrit pour Nexus, le dernier en date, c'est novembre-décembre 2010. Où tu t'es appuyé sur les travaux de Karl-Johan Kallmann, que nous avions eu l'occasion d'accueillir à l'antenne. Alors, tu as fait une très belle synthèse, c'est pourquoi on en remet une couche, parce que là, pour le coup, on va pouvoir en parler pendant un bon moment, au moins jusqu'à 16h30, enfin, le temps que tu voudras bien nous accueillir avec toi. En l'occurrence, 2012, pourquoi avoir décidé de traiter ce sujet ? Parce que ça commence à devenir une actualité assez pressante, d'autant plus que le problème de date est secondaire, j'insiste un tout petit peu là-dessus, Kallmann aussi insiste dessus. Mais en l'occurrence, d'après lui, en particulier, 2012 est une date erronée puisque selon le fameux calendrier Maya, à partir duquel toutes ces spéculations sur 2012 sont parties, la date de fin du calendrier Maya, de fin de l'histoire du monde, et pas le 21 décembre 2012, mais le 28 octobre 2011. Donc c'est dans moins d'un an, donc j'ai proposé à Denry de faire un petit jeu là-dessus, parce que il est grand temps de clarifier les choses le plus vite possible, sachant que dans ce domaine, les informations n'arrêtent pas de pleuvoir, ça tombe de tous les côtés en ce moment, de toutes parts, à tout niveau, à tout point de vue, du plus foutraque au plus sérieux, et du plus précis au plus fantaisiste. Donc c'est très dur de faire le tri là-dessus, donc c'est pour ça que... tu me dis que c'est une synthèse qui tient la route, donc je t'en remercie. C'est le but, c'est d'essayer de faire un tout petit peu le tri entre tout ce qui sort de tous les côtés, et pour essayer d'avancer le plus sereinement possible dans les mois qui viennent, quoi. Oui, alors comme tu le dis, on dit un peu tout et n'importe quoi sur 2012. D'ailleurs, tu as intitulé ton article 2012, Nouvelle ère ou faux débat. Les deux, mon capitaine. C'est ça le truc. En plus, il y a eu un film, Hollywood n'a pas manqué de mettre le doigt dessus. Oui, pour les mêmes raisons que d'habitude. Il prépare l'opinion l'opinion publique à des événements ou des phénomènes hypothétiques, mais qui n'en sont pas moins des possibilités qui sont envisagées entrée au lieu. Parce que Hollywood est une usine à propagande qui roule pour les États-Unis. Depuis après la Première Guerre mondiale à peu près, donc c'est toujours plus ou moins piloté. Donc raison de plus pour pas prendre ça au sérieux, justement.
Alors, il est vrai que sur la toile, et pour tous ceux et celles qui viennent juste d'entendre parler de 2012, et notamment peut-être avec la promotion de ce fameux film d'Hollywood, il est clair que quand on va sur la toile 2012, on en voit de toutes les couleurs. Paraît-il que c'est l'entrée la plus sollicitée, enfin c'est le record d'entrée en termes de recherche et de mots-clés sur le net 2012. Et il doit y avoir apparemment 3 millions de sites ou de pages consacrées à ce sujet. C'est le record. Alors, comment est-ce que tu as eu, ou réussi, si on peut dire, à faire ton tri avec tout ce foisonnement d'informations? Bah, comme tout le monde, hein, au pif, à l'intuition, au ressenti. Je suis pas scientifique, je suis pas très cartésien, je suis de formation littéraire, donc c'est l'intuition, hein. Quand tu es face à une question une question ou une info problématique éventuellement, l'attitude logique, hein, classique, rationnelle, consiste à te dire d'où vient l'info, quelle est la source, et le cas échéant, peux-tu la recouper. Là, quand les infos te viennent, des mecs qui se prétendent chamans, enfin des New Age plus ou moins fumeux, des scientifiques qui partent complètement en trip et qui deviennent des pseudo-gourous, enfin des entités canalisées, des channels de tous les côtés, des mecs qui font du yoga ou pas, tu te dis bon, les sources sont introuvables et les infos sont impossibles à recouper quoi. Donc d'un point de vue de journaliste, t'es baisé, tu peux rien faire. Donc dans ce cas-là, bah, tu prends du recul, tu penses plus à rien, tu t'écoutes respirer pendant 5 minutes, tu fais le vide, et t'attends que l'info te vienne naturellement. Et voilà, faut vraiment y aller avec son ressenti, l'intuition. Ça, c'est la seule solution. D'ailleurs, enfin, ce sera peut-être l'une des conclusions, des synthèses à la fin de notre entretien, de ce centrage dont tu parles. Ouais. Mais en l'occurrence, tu t'es appuyé sur les travaux de Carl Johan Kalman. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de qui est cet homme et un peu son parcours, pour que tu aies décidé de t'appuyer sur finalement sa thèse, quoi. Oui, sur lui et pas sur les autres. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce que dit Kalman, hein, loin de là. Il a même pas mal d'opposants. Sur le net, il y a eu pas mal des échanges un peu animés. Kalman, il est suédois, il doit avoir, je sais pas, 60-65 ans. C'est un bon gros bonhomme, affable, disponible, accessible, très sympa. À l'opposé du gourou. Et donc il est scientifique, il est docteur en biologie physique. Il a été expert auprès d'une commission de l'OMS qui bossait sur le cancer. Enfin, il travaillait sur les causes environnementales du cancer. Et c'est par hasard entre guillemets qu'il est tombé, en voyage en 79 au Mexique. Il a été confronté tout ça à la culture maya. Et ça l'a fasciné. Et depuis, il s'y intéresse. Donc dans un premier temps, ça a été un hobby, passe-temps, oui, une ouais. passion annexe. Et depuis 80-82, il s'y consacre à plein temps. Voilà, donc lui qui a une formation de scientifique, c'est là que c'est intéressant. Il a une interprétation qui prête à débat évidemment, puisque moi-même j'ai pas réussi à savoir exactement comment les mecs ont réussi à placer la date de début. Bon, ça va être un petit peu compliqué. La date de début du 6e inframonde, qui est l'inframonde national, qui correspond à peu près au début de la civilisation humaine telle qu'on la connaît, qui aurait commencé selon, là-dessus pour le coup ça fait consensus, selon le calendrier maya, le 8 ou 6 août, je sais plus, 3114 avant Jésus-Christ. Donc le mec t'explique que c'est la date qui a été pondue par une communauté maya à un endroit précis, au moment où cette année-là le soleil était au zénith le 11 août, et que donc 5125 ans plus tard ça tombe sur 2012 et patin coup fin. Bon, je te passe les détails, j'ai pas réussi à démêler tout ça parce que c'est vraiment... ça devient un peu abstru là. Alors, assez complexe, effectivement. Alors, bon, l'apporte Kalman par rapport à ça. J'ai parlé d'inframonde, lui il divise l'histoire du monde, de la vie depuis le Big Bang, donc il y a 16,4 milliards d'années. C'est l'inframonde, comment il appelle ça? C'est l'inframonde, je sais plus, mammalien, non, je sais plus. Alors, Peu importe. Retrouver ça, oui, mais... Donc il divise l'histoire de la vie en 9 périodes, donc il appelle des inframondes, qui toutes s'achèvent au même moment et qui sont toutes d'une durée, la suivante est chaque fois 20 fois plus rapide, plus brève que la précédente. Et ces 9 périodes sont elles-mêmes subdivisées en 13 périodes plus courtes qui à chaque fois s'accélèrent à un rythme 20 fois supérieur que la précédente. Donc, alors, on va y revenir là-dessus, sur la manière dont se compose le calendrier maya, mais pour revenir à Carl Johan Kalman, donc cet homme, ce biologiste, en 1993, donc, se lance vraiment à fond dans le travail concernant le calendrier maya.
il en vient à aborder cette thèse qu'il a mis au point, notamment avec 3 livres au jour d'aujourd'hui qui sont sortis, dont un dont tu me disais hors antenne qui n'était pas encore traduit en français. Alors, ça doit être, oui, mais c'est enfin, ce qu'on a en français, voilà, ce sont les plus récents. Mais qui sont sortis en ordre inverse, et d'abord paru en français en avril dernier chez Alphée, Cosmologie Maya et théorie quantique, qui est le dernier qu'il a écrit en anglais, et 3 mois plus tard, Marco Pieter a sorti Calendrier Maya, la transformation de la conscience, qui était sorti avant en anglais, en 2003. Donc voilà, autant commencer, enfin si on veut aborder l'œuvre de Kalman, il faut commencer par celui qui est sorti en juin chez Pieter, avant de se farcir éventuellement celui qui est sorti en avril chez Alphée, qui est quand même assez trapu. Alors justement, j'allais te poser la question de la compréhension de ce que tu as pu en lire et en comprendre, sachant que c'est un scientifique. Est-ce que cela t'est paru relativement clair? Parce que faire Oui. cette synthèse... Oui, parce que les scientifiques, et a fortiori ceux qui ont l'habitude de bosser avec des anglo-saxons, et les anglo-saxons, tu prends un mec comme Greg Braden, Lynn McTaggart, ils ont un discours très didactique, limite pédagogique, chiant par moment, parce qu'ils te prennent vraiment par la main, quoi. Mais au moins, ils te défrichent des notions très pointues, de manière très simple, très didactique. Et donc Kalman, il a cette qualité-là, que les auteurs francophones ont très peu, hein, par opposition. Et donc il te défriche des notions vraiment abstrues. Et bon, après, c'est pas le tout de faire une découverte ou de vérifier, de valider une expérience ou une théorie scientifique. Il faut l'interpréter. C'est toujours pareil, hein. Et c'est là que t'ouvres la boîte de Pandore, puisque c'est ce qu'a montré la quantique, hein, depuis l'article d'Einstein, le paradoxe EPR en 1935. Les mecs pètent des plombs parce qu'ils ne savent pas comment interpréter les fameux paradoxes de la physique quantique. Avec le calendrier Maya, c'est un peu pareil, puisque selon l'interprétation de Kalman, on a affaire à des phénomènes quantiques, basiques. C'est-à-dire que les 9 grandes périodes de l'histoire de la vie sont rythmées par des impulsions quantiques qui affectent à des périodes pas régulières, mais selon des fréquences prise en compte par le calendrier Maya. Il se produit une impulsion quantique depuis le centre de l'univers, que Kalman assimile à l'arbre de vie, hein, l'arbre du monde présent dans toutes les traditions de la Terre. Et du centre de cet arbre, du centre de l'univers, jaillit une impulsion quantique qui affecte en temps réel, donc puisqu'on est en quantique, il n'y a pas de temps, pas d'espace, toutes les échelles de la vie. Ça va de l'atome et de la vie cellulaire jusqu'à la vie des galaxies en temps réel. Tout bascule, enfin tout bascule. Il y a un saut, il y a une évolution qui se passe à ce moment-là qui affecte tout le niveau de la vie, et voilà. Donc pour appréhender ça, il faut avoir quand même un tout petit peu de notion en quantique. Voilà, tu prends 2 bouquins de Braden, il explique ça très bien. Ça coûte 20 €, ça se trouve partout, c'est chez Ariane et c'est très bon. Et après tu peux avancer un peu plus. Mais bon, voilà. L'idée c'est que dans l'histoire de la vie et de l'humanité, il y a des étapes. Hein, c'est pas comme a dit Darwin, par hasard, de manière aléatoire, par adaptation des espèces à tel ou tel milieu. Ça c'est vrai, mais de manière très secondaire. Ce qui se passe avant tout, ce sont des sauts, voilà, des bonds évolutifs, des sauts de l'évolution. Voilà, d'où ces 9 inframondes. En fait, ces 9 mondes dont tu parles, ils sont... alors, je les assimile, moi, à une sorte de poupée russe. Donc, Ouais, tu as 9 inframondes, qui représentent d'ailleurs les 9 marches que l'on trouve dans la pyramide aztèque, Maya. exact. À travers ces 9 inframondes, il y a alors, les 13 ciels, qui sont découpés eux-mêmes en 7 jours et 6 nuits. Oui. Et chaque je dirais, poupée russe, les unes dans les autres, donc ont un rythme alors qui est 20 fois, enfin, ça s'accélère de 20 fois. Voilà, c'est multiplié par 20 à chaque fois. En temps quantitatif, hein, parce que là, il y a aussi une nuance à apporter là-dessus, on y reviendra, bref. Ce qui est intéressant avec cette théorie, cette interprétation, c'est que ça nous permet d'anticiper sur ce qui peut ou pourrait se passer dans les années qui viennent. Sachant qu'à la limite, de toute façon, que le calendrier Maya prenne réellement fin en 2011 ou en 2012, on s'en fout. Ce qui est important, c'est à quoi ça renvoie comme phénomène au niveau de la mentalité, de la conscience humaine, hein, parce que c'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue. Ce que Kalman arrive à mettre en évidence dans son dernier bouquin, et c'est là où ce livre, ça va devenir vraiment une somme, enfin une référence, parce qu'il balaye Darwin d'un revers de main, c'est quand même pas mal. C'est que les 4 ou 5 premiers inframondes, hein, donc jusqu'à il y a 100 000 ans,
avec l'apparition du sapiens, bon bref, l'évolution est marquée par des changements biologiques, génétiques, morphologiques, physiologiques, ce que tu veux, physique. Quoi. Les 5 inframondes suivants sont d'évolution, non pas biologique ou physique, mais vibratoire. Donc au niveau de la conscience, de la mentalité, du fonctionnement du cerveau et de tout ce qui est autour, hein, puisque La perception du réel. Et donc, on vient à se modifier. Et donc du coup, voilà notre perception du réel, puisque la conscience, c'est un petit peu le prisme qui nous permet qui fait que la réalité est la réalité. Parce que s'il n'y avait pas de conscience, on ferait rien, tu vois, on se rendrait compte de rien, il y aurait rien. Après, la conscience, champ de conscience, ça dit bien ce que ça dit, c'est un champ vibratoire, hein, c'est un bordel qui émane autour de nous là, qui interagit avec, parce que n'importe quel, tout a son propre champ vibratoire, n'importe quoi, n'importe qui, bon bref, et tout ça interagit, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va, a priori, hein, d'après Kalman, je ne sais pas ces détails du Bataclan vibratoire, c'est une question de hauteur de fréquence. Notre conscience va s'affiner, notre perception de la réalité, du coup, on sera beaucoup plus fine, précise. T'as même des gars comme Trax qui t'expliquent qu'on verra beaucoup plus de couleurs, que nous entendrons beaucoup plus de sons, beaucoup plus subtils, et ceux qui ont réussi à investiguer un tout petit peu, c'est-à-dire à vivre eux-mêmes par anticipation les états qui affecteront en théorie tout le monde dans les années qui viennent. Les mecs t'expliquent que pour l'instant, en 3D, comme ils disent, on a une perception de la réalité qui est particulièrement grossière et erronée. Donc selon Kalman, c'est ce qu'explique le calendrier Maya, entre autres choses. Et voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le calendrier Maya, il fallait, à mon sens, un moment ou un événement clé pour que Kalman puisse vérifier la validité de ce calendrier Maya. Oui. Et il l'a trouvé dans une tribu qui le pratiquait encore. Alors, bien entendu, en Amérique du Sud, je ne me rappelle pas exactement où se trouve cette tribu, mais je ne sais pas si toi tu en as la mémoire, il s'est avéré, donc il a pu la vérifier ou la valider, puisque cette tribu continuait à appliquer le calendrier Maya sans avoir changé d'un iota depuis que les conquistadors sont arrivés en Amérique latine. Donc ça a été pour lui une référence, et notamment il a pu déterminer la validité, dit-il, de ce calendrier Maya en fonction des différents inframondes, donc de ces différents bonds quantiques, en fonction des différentes étapes de l'évolution de l'univers, depuis donc sa création il y a 16,4 millions d'années, milliards, et puis de voir comment ces différents inframondes, à chaque fois qu'un inframonde a changé, qu'on est passé d'une marche à une autre, quelles ont été, d'un point de vue scientifique, de ce que l'on en connaît à l'heure actuelle, les démonstrations qui pourraient valider ce fameux calendrier avec ce passage d'un inframonde à un autre. Par définition, vu qu'on est dans de la quantique, il n'y a aucune vérification empirique, scientifique possible. Empiriquement, c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, il faut y aller au ressenti, il faut y aller à l'intuition, quoi. Par contre, ce qui est intéressant avec Kalman, c'est qu'il a réussi à faire une prédiction, pour le coup, qui s'est avérée exacte, et qui, selon lui, est la raison qui explique que sa date de fin du 28 octobre 2011 est la bonne. Parce qu'en se basant sur un calendrier qui prendrait fin le 21 décembre 2012, cette prédiction n'aurait pas pu être faite. En l'occurrence, la prédiction, c'est qu'il a annoncé en 2003 qu'il y aurait probablement un effondrement économique, financier, pour, a-t-il dit, octobre-novembre 2008. Il est tombé pile à un mois après. Donc voilà, donc à partir du moment où tu peux faire une prédiction comme ça valable en t'appuyant sur le calendrier Maya, sachant que des recoupements a posteriori, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'histoire passée, il en a fait, c'est l'objet de son le bouquin qui s'appelle Le calendrier Maya, la transformation de la conscience, où il te prend l'histoire de l'humanité depuis Sumer, il y a 5-4 000 ans, il fait des recoupements entre les changements d'inframonde et les changements de ciel dans chaque inframonde, et les événements qui sont produits à chaque fois dans l'histoire humaine. Et il s'avère que des événements aussi frappants que la fondation ou la chute d'une civilisation, les grandes migrations humaines, des fondations de dynasties ou de royaumes, voire de prise de conscience de l'humanité dans le fait qu'elle soit très grégaire, ou qu'elle ait une conscience nationale, ou voire, pourquoi pas, mondiale. Tout ça est validé notamment par la thèse qu'il émet du calendrier Maya. Par les changements d'impulsion de cet arbre de vie cosmique, universel, dont les impulsions font évoluer, font changer la conscience humaine, et qui donc, en modifiant notre rapport à la réalité, en modifiant notre réalité, nous fait vivre différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe à un moment
du tribal au national en changeant d'échelle, oui. On passe aussi enfin, c'est la sédentarisation, voilà, le passage du nomadisme à la sédentarisation, ça correspond à ça aussi. Fondation de Rome, chute de Rome, émergence du protestantisme par exemple, hein, les grandes découvertes ou les grandes inventions comme l'imprimerie ou la découverte de Galilée ou Copernic ou la découverte de l'Amérique, ça correspond aussi à des changements de mentalité, de conscience D'état vibratoire. Ouais. dus au changement de ciel dans chaque inframonde. Donc des recoupements, il y en a fait, mais voilà, c'est impressionnant la précision avec laquelle il fait ces constats-là. Donc c'est là-dessus qu'il s'appuie pour te dire, et là on retombe dans le prédictif, mais voilà, je suis désolé, on n'a pas bien le choix, hein, il ne s'agit pas de jouer les prophètes à la con, Madame Soleil, en disant il va se passer ci, il va se passer ça, mais on est un peu obligé de faire dans le prédictif. Donc lui il se permet de le faire parce que il a validé pour le coup la pertinence de son interprétation du calendrier. Donc il t'explique après ce qui peut ou va se passer. Potentiellement arriver. Alors, ce qui est aussi intéressant, et tu le mentionnes dans l'article, hein, puisque la fin du calendrier Maya prend fin le 28 octobre 2011, il ne s'agit pas que ce jour-là spécifiquement, il va arriver quelque chose. C'est un temps T qui est donné, mais bien entendu un changement, de même qu'on devient majeur, tu donnes cette image, et j'ai beaucoup aimé, hein. C'est vrai, on dit être majeur à 18 ans, mais est-ce que pour autant... On n'accède pas à la maturité le jour de ses 18 ans. Exactement, Autant, hein. exactement. Donc, c'est un changement, enfin c'est une évolution très progressive. Plus ou moins, en tout cas, accéléré. Enfin, on va y revenir sur cette notion de temps accéléré. On peut l'accélérer, oui. Alors, pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ces 9 inframondes à l'heure actuelle, si la fin du calendrier Maya prend fin le 28 octobre 2011, nous en sommes à l'heure actuelle, là nous sommes le 17 novembre 2010, et nous sommes dans le 8e inframonde. Et dans le 7e jour de cet inframonde, qui est le 13e ciel, c'est-à-dire que c'est la dernière période avant le basculement dans le dernier inframonde. Alors, si tu veux on peut expliquer aussi un peu ce qui distingue, parce que chaque inframonde est divisé en 13 ciels, ces 13 ciels se répartissent en 7 jours et 6 nuits. Les jours, explique Kalman, sont dominés par des impulsions yang qui privilégient la domination de l'hémisphère gauche du cerveau sur notre conscience. Les ciels qu'il appelle nuit sont dominés par des énergies yin, donc qui favorisent la domination de l'hémisphère droit du cerveau. L'intuition, le ressenti, l'émotion. Alors voilà, l'hémisphère gauche étant associé aux valeurs masculines, le patriarcat, le rationalisme, l'approche analytique du réel. Voilà, l'hémisphère gauche étant associé aux valeurs féminines, que sont l'intuition, l'esprit de synthèse, l'approche holistique et intuitive de la réalité. Voilà. Le 13e ciel de cet inframonde. Tu dis gauche parce que je te regarde, mais en fait, c'est le droit. Pour les auditeurs, pour les auditeurs, c'est le cerveau droit qui est l'aspect féminin et le cerveau gauche qui est l'aspect masculin. C'est ça. Juste pour redonner pour ceux et celles qui ne te voient pas. Ouais. Je te laisse continuer, tu voulais peut-être rajouter là-dessus. Voilà, sachant que le 13e ciel de l'inframonde, lui préside à une réconciliation des deux hémisphères. Il n'y en a plus un qui domine l'autre, donc la conscience n'est plus marquée par l'un ou l'autre aspect. Les deux sont à égalité, il y a un équilibre entre les deux, c'est ça qui est intéressant. Et selon lui, à la fin pour le coup du 9e inframonde, hein, donc le 28 octobre 2011, alors soit pendant cet inframonde, soit à partir et après cet inframonde, les deux tendances mentales humaines seront associées et pleinement épanouies, et il n'y aura plus de rivalité entre les deux, plus de compétition. Voilà. Cela étant dit, donc, nous venons de commencer le dernier ciel de ce 8e inframonde. C'était le 3 novembre, je crois que ça a commencé. Ouais, donc c'est vraiment très récent. Et lui, il prendra fin en même temps que commencera le 9e, à savoir le 9 mars 2011. Prochain, ouais. Et le 9 mars, c'est vu comme étant donc la fin du dernier ciel, du 8e inframonde, et comme étant, je dirais, les fruits qui sont donnés, qui sont portés. On en revient à cette idée qu'il y a un début et une fin dans chaque chose à travers ces cycles, comme si effectivement il y a une graine qui avait été semée là, ce 3 novembre, avec l'émergence d'une fleur, ou en tout cas d'un fruit peut-être, courant donc de mars 2011. Et à partir de là, on rentre totalement dans le dernier inframonde, qui lui, encore une fois, sera 20 fois plus rapide que le 8e inframonde. Et puisqu'il dure 234 jours, alors que le premier inframonde dure 16 milliards d'années 4. C'est quand même... Et alors, à propos de cette accélération, là aussi rigolo, c'est bon, t'as des gens qui te parlent d'accélération du temps. Hein. On va y venir, ouais, Chronos et Kairos. On en entend un peu parler de cette histoire. Quand j'ai fait mon livre sur le vin, là, il y a 2 ans, il y a un vigneron en biodynamie.
qui s'intéressait pas aux Mayas ni à 2012, enfin il s'en foutait, mais il m'a dit à un moment, vous n'avez pas remarqué en ce moment, comme c'est curieux, quand je fais un truc, il me faut beaucoup plus de temps pour faire la même chose, il me faut beaucoup moins de temps pour faire la même chose qu'auparavant. Mais qui ne comprenait pas pourquoi il y avait la sensation que... Et ça c'est dû au fait que le temps chronos, celui qu'on le connaît, hein, le temps segmenté, quantitatif, Linéaire. temps linéaire, ne correspond plus à la façon dont notre conscience est en train d'appréhender les réalités. Donc à la façon dont nous vivons en interaction avec le réel et tout ce qui fait notre vie de tous les jours, ce temps-là n'est plus adapté. Parce que, selon donc, la théorie de Kalman, l'inframonde dans lequel que nous sommes en train de finir est celui qui s'annonce, sachant que chaque période qu'il détermine est 20 fois plus rapide que la précédente, il y a une accélération non pas du temps linéaire, une accélération des événements, des changements, des façons de penser, des remises en cause personnelles, individuelles ou collectives. Il y a une succession qui est en train de se faire à tous les niveaux. Il suffit d'être un tout petit peu attentif pour s'en rendre compte. Et ce qui fait qu'on a l'impression de rien pouvoir faire et qu'on a le temps de rien faire. Moi, personnellement, généralement, j'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais faire. C'est infernal, il faut faire des priorités, c'est vraiment... Bon, on n'a plus le temps de rien faire. Parce que voilà, ça s'enchaîne tellement vite que la conscience ne suit plus et on n'est plus adapté. Au niveau les transmissions neuronales se font plus, je sais pas comment ça se passe, mais on n'a plus le temps de rien foutre quoi. Donc l'accélération du temps, elle est liée à l'aspect qualitatif du temps et pas quantitatif. Donc c'est ce que les Grecs effectivement appelaient le temps kéros par opposition au temps chronos. Le temps chronos, donc c'est celui qu'on connaît en Occident, hein, c'est un temps on va dire masculin patriarcal entre guillemets, hein, quantitatif, analytique, ce que tu veux. Le temps kéros, c'est lié à ce que Jung appelait les synchronicités, les fameuses synchronicités qui sont en train de se multiplier à l'heure actuelle. Et la multiplication des synchronicités dans ta vie de tous les jours, c'est ce qui explique aussi cette sensation de temps qui s'accélère, c'est-à-dire que d'autres gars t'expliquent aussi par ailleurs que la pensée devient de plus en plus créatrice, c'est-à-dire que quand tu penses quelque chose, voilà, t'émets une impulsion quantique qui crée les conditions pour que ce à quoi tu as pensé advienne. On crée nous-mêmes notre propre réalité, donc ça c'est vrai depuis toujours, mais là, étant donné les changements vibratoires en cours, ça s'accélère, ça va de plus en plus vite. On a cette faculté de création, d'influer sur la réalité par la pensée, faculté de plus en plus précise, efficace. Incidemment, il faut aussi faire gaffe à ce qu'on dit et à ce qu'on pense, parce que du coup, ça Nous responsabilise d'autant plus. pour le coup. Donc Kéros, c'est ça, le temps Kéros, c'est l'opportunité, c'est l'intensité de l'instant vécu, c'est une expérience de temps, une expérience de vie qui est plus ou moins intense, puissante, qui t'absorbe, qui s'accapare ta pensée et qui fait que tu es incapable de dire si ça a duré une demi-heure, 30 secondes, une heure, on s'en fout. Ça a duré ce que ça a duré. C'est une expérience indivisible, une unité de vie, voilà. Voilà. Pardon. Pas de souci. Donc ce temps kairos, alors ce qui est très intéressant dans la théorie de Kahneman, et il reprend la conception du temps des Grecs, temps sur laquelle nous, eh bien, on s'appuie notamment, mais on n'a pris qu'une partie. Ah bah voilà, oui, nous, Parce que le temps kairos, finalement, il s'appuie sur le temps sacré. Chaque chose, il y a un moment pour chaque chose. Et voilà. les Grecs l'avaient très bien saisi ou compris, analysé, et ça faisait partie de leur réalité. Puis au fil de temps, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas, le fait est qu'on l'a perdu en cours de route. On l'a perdu, on l'a oublié, c'est en train de ressortir. Là, la marmite est en train de bouillir, le couvercle s'apprête à péter parce que les gens se rendent bien compte que le temps chronos, au bout d'un moment, t'as aussi des mecs qui t'expliquent, et c'est assez rigolo, que si tu vis sans tocante, donc t'es un peu moins inféodé à ce temps dictat, linéaire, entre guillemets, du temps linéaire. Il faut faire telle chose à telle heure, à tel moment, parce que t'as, je sais pas, t'as 5 ou 6 milliards d'occidentaux qui font le même truc à la même heure au même moment, il faut que ce soit comme ça et pas autrement, ou t'es là, mais merde, ça va, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vivre un peu à mon rythme, suivre mon corps, suivre mes impulsions plutôt que celles d'un système clos, verrouillé, qui est en train de complètement partir en couille complètement. Donc voilà, faut se libérer entre guillemets des contraintes horaires telles que nous connaissons. Ça permet aussi du coup de se rendre un peu plus disponible à cette perception fine et intuitive du temps kéros, donc de l'expérience vécue en tant que telle. Inséparable et inquantifiable. Voilà. On retourne à cette notion du sacré, finalement, à travers cette idée du temps kairos. Alors je prends l'exemple parce que finalement la trotteuse, là où on l'a pas, où on est quasiment sûr de ne pas l'avoir, c'est pendant les vacances. Et on voit pendant les vacances qu'on prend le temps de se poser, notre perception du temps change radicalement, à tel point d'ailleurs que c'est pas forcément évident pour celui qui a eu sa montre toute l'année autour du poignet, de prendre le temps de se poser et de profiter, de regarder le monde qui t'entoure et de se laisser porter
c'est ça ce à quoi invite ce fameux temps Kairos, de regarder le monde avec le sentiment peut-être de faire partie de lui et d'être dans cette mouvance ou dans cette fluidité. Bah, du coup, voilà, après ça peut t'amener effectivement comme ça, peu à peu, à des expériences enfin, tripantes, quoi, effectivement, de cette sensation d'appartenance au grand flux de la vie, la conscience d'appartenance à toute chose, voilà. Après, bon, le retour au sacré, bon, moi je considère que la distinction entre le sacré et le profane, elle est caduque, elle est périmée, hein, je vois pas pourquoi on devrait considérer qu'un truc est sacré et un autre ne l'est pas. Pour moi, il y a... Bah, la vie, tout simplement la vie. Bah, Enfin, tout est sacré. de ce point de vue-là. Voilà. Tout est sacré. Mais c'est vrai que de ne pas avoir la trotteuse, je prends l'exemple des vacances, Ça permet de s'en rendre un même peu si plus t'es, compte. même si tu es athée, tu retournes dans ce Oui. flux, tout simplement, où tu prends conscience que tu fais partie d'un tout. Et puis de toute façon, voilà, ce qu'explique aussi d'autres gars, c'est qu'à partir du moment où tu prends le temps de lâcher, vraiment de te laisser aller, de penser à rien, ça soit te tombe dessus, ça remonte aussi de ce que tu as au fond de toi, les choses se passent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que l'évolution qui est en train d'affecter la Terre, selon le calendrier Maya, faut quand même pas oublier que c'est un truc qui affecte l'univers entier, quoi. Il y a des forces inimaginables qui sont à l'œuvre. En termes d'énergie, c'est assez incommensurable. Et voilà, on l'oublie toujours, et puis c'est une banalité, mais chacune de nos cellules contient davantage d'énergie que tous les pétards d'Hiroshima et Nagasaki réunis. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ce système organique-là commence à muter sous l'influence de ces vibrations et de ces impulsions quantiques, ça peut produire des phénomènes absolument incommensurables. Et puis pas au niveau physique, au niveau de la conscience. C'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut simplement se rendre disponible. Simplement, pas chercher à savoir, pas chercher des preuves, pas chercher à vérifier si ça, machin. Pas de démarche mentale, entre guillemets. Pas chercher à anticiper. Pas de démarche rationnelle. Tu peux, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te rendre dispo à ce qui se passe en ce moment et de dire bon ben voilà, qu'est-ce qui se passe, j'attends de voir, ok, c'est super ou pas, ou je me fais chier. Il faut le faire, faut jouer, faut se prêter au jeu. Voilà, il y a un grand jeu qui est en train de se jouer, un grand jeu cosmique, youpi. C'est pour nous et pas pour ceux d'avant ni pour ceux d'après. On a quand même un pot quand même qui est assez phénoménal et il faudrait peut-être pas non plus voir à pas trop cracher dans la soupe, quoi. Donc profitons-en, putain, faut se rendre disponible à ce qui se passe. Alors, je reviens sur cette impulsion quantique de conscience qui émane du centre de l'univers. Là, on va aussi aborder quelque chose qui est peut-être assez pointu. Tu parlais de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que l'arbre de vie? Quand on parle du centre de l'univers, savoir qu'est-ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça veut dire, à savoir qu'à l'heure actuelle, nos scientifiques ont déterminé où se situerait, le but du jeu avec nos télescopes, c'est de regarder le plus loin possible dans l'univers. Donc on regarde dans une certaine direction, puisque dans une autre, peut-être, pour déterminer que le centre de l'univers se situerait par là-bas, là où se trouverait le fameux Big Bang. Et on a donc déterminé, et la NASA l'a fait, une carte holographique de l'univers. T'as vu sur Internet ou pas? La fameuse, je sais plus comment il l'appelle, la fameuse carte des premières nanomillisecondes après le Big Bang, c'est ça? Non. Les changements de température. Alors oui, il y a celle-là, et il y a une carte de l'univers actuel sur toutes les galaxies où est-ce qu'elles sont placées, une carte holographique, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des endroits de vide. Alors si effectivement il y a eu une explosion, ça sous-entendrait que cette explosion, eh bien, les charges sont réparties au hasard et régulièrement, simultanément, partout. Oui. Or c'est pas le cas. Ah bah justement pas, voilà. La première théorie de Kalman, bon, l'arbre de monde, bon c'est pas un arbre, on est bien d'accord, hein, c'est une structure. Ouais, c'est une structure. C'est une croix, hein, typiquement, un axe vertical, un axe horizontal, un axe central au centre duquel tout gicle, et l'axe central, bon là on est en 3D donc c'est Comac. Il faut imaginer que les rayons ils partent absolument dans toutes les directions. C'est que ça crée une sphère, hein, l'univers est sphéroïde, donc ça part voilà, d'un coup et ça fait ce que ça va faire. Et c'est ordonné, c'est régulé pour le coup. Ce que démontre Kalman, c'est que donc l'arbre de vie, entre guillemets, c'est une structure apparemment de la même nature ou proche des solides de Platon. Les figures platoniciennes. Ouais. Voilà, qui est donc tu as le dodécaèdre, les cosaèdres, bon il y a 5 principales. La Terre elle-même, paraît-il, est prise dans un immense dodécaèdre éthérique, hein, donc d'énergie subtile, avec lequel on interagit, bon, enfin qui tient le rôle qu'il a à tenir par ailleurs. Bon.
Donc l'arbre du monde, c'est une structure géométrique éthérique, hein, donc faite d'éther. La substance, c'est même pas une substance, je sais pas comment dire. Disons une substance par défaut, la plus subtile de l'énergie, de la vie, de la matière. Et qui rayonne de proche en proche et qui organise les choses telles que ça a été prévu par la source, hein, appelons-la comme ça, pour pas fâcher les non déistes, mais donc tout part de ce centre. Alors pourquoi le centre, encore une fois? Tu prends des ésotéristes classiques comme René Guénon, quand il te parle de l'initiation, quand il te parle de l'organisation de la vie, quand il te parle de ces traditions avec un grand T, tout part du centre. Et il t'explique aussi que pour devenir initié soi-même, la réalisation spirituelle, comme il dit, ça passe par un retour au centre. Faire glisser sa conscience, l'amener analogiquement dans le cœur. Bon, le cœur n'est pas pile poil au centre du corps. Analogiquement, le chakra du cœur représente le centre de l'être, pris dans sa globalité, hein, y compris les corps subtils. Donc c'est là que tout se passe. À l'échelle de la galaxie, c'est pareil aussi, puisqu'on se rend compte que le centre de la galaxie, en général, c'est un trou noir. Hein, la Voie lactée, dans son centre, il y a un trou noir, donc ça correspond à pareil au lieu d'où tout part et d'où tout revient. À l'échelle de l'univers, c'est aussi le centre, donc le centre de la croix, l'axe, le point central, le moteur immobile d'Aristote, d'où tout part. Et où tout retourne à la fin d'un cycle, puisque ça marche aussi selon un phénomène d'inspire-expire, quoi. Alors, ce qui est aussi, voilà, on est à l'échelle de l'univers, à savoir que dans cette théorie où la conception du calendrier maya, de ces 9 inframondes, et de l'image qu'on peut donner de ces poupées russes, ce qui se trouve dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand, et que à travers la diversité de la richesse des formes, on a exactement la même structure appuyée sur ces différents, alors soit pi, soit la suite de Fibonacci ou que sais-je. Oui, il y a le nombre d'or entre autres, et la suite de Fibonacci effectivement qui permet d'aboutir au nombre d'or de manière indéfiniment précise. Et en termes de structure, encore une fois, effectivement, que ce soit la cellule, l'atome, l'être humain ou tout organisme vivant, hein, minéral, végétal, animal, la planète, une galaxie et tous les autres systèmes stellaires de l'univers et l'univers, donc jusque y compris l'univers, sont régis, interreliés par une sorte de maillage. Selon les mêmes structures et sont, alors voilà, tous imbriqués, entre guillemets, dans une structure qui, elle, est infinie pour le coup, qui nous est incommensurable, hein, pour l'instant. On peut même pas, par définition, l'infini, on peut pas s'en faire une idée, hein, sinon ce serait pas l'infini. Et alors voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi pour le blanc. Pas de souci. Tu parlais tout à l'heure d'une image holographique de l'univers, et Calman t'explique aussi, entre autres, hein, d'autres que lui le disent, l'ont dit avant et le diront après, que l'univers, donc toute la vie, est organisée de manière holographique, c'est-à-dire que ça c'est une info qui a été confirmée récemment, c'était rigolo, on pourra en parler tout à l'heure, par un channel, mais la moindre de nos cellules contient l'univers entier, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est-à-dire que, voilà, vite fait, un holographe, tu prends un bout d'ongle de mon doigt et tu le coupes en 3 milliards de tranches, tu prends une tranche et dedans il y a, tu peux recréer en entier, tu peux recréer n'importe qui, n'importe quoi, la vie, l'amour, les vaches, l'univers, voilà, tout est dans tout et voilà. D'où l'idée qu'on est tous unis et qu'on fait tous partie d'un tout. Il la cache, mon frère. Nous sommes tous les mêmes, ça c'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc, alors cette conception de l'univers et notamment de ce maillage qui unit l'infiniment grand à l'infiniment petit et qu'importe la notion de temps quantitatif et d'espace, ouais. et d'espace, il y a cette imbrication. On va parler de ça comme ça, à travers les 5 formes platoniciennes. Alors, de ce maillage, finalement, on pourrait se demander, l'être humain là-dedans, dans quelle mesure est-ce qu'il fait partie de ce tout, puisque au jour d'aujourd'hui, on parle de dualisme dans une certaine mesure, avec, tu parlais du cerveau droit, du cerveau gauche, que dès le moment où on va rentrer dans ce dernier inframonde au mois de mars, il devrait y avoir, non, je crois que c'est maintenant, hein, déjà, il y a une forme de syntonisation entre le cerveau droit et le cerveau gauche à l'heure actuelle, qui deviendra donc à se confirmer durant le dernier inframonde. Alors, dernier inframonde, il serait marqué quand même par lui aussi les 13 ciels, hein, comme n'importe quel inframonde, sauf que chaque ciel sera d'une durée de 18 jours. Donc on va basculer d'une période de 18 jours yang, cerveau gauche, à une période de 18 jours yin, cerveau droit. Donc évidemment personne ne réagira de la même manière
à ce phénomène. Mais j'imagine que les mecs qui ont déjà pas mal bossé là-dessus, sur eux, pour se rendre dispo à ces phénomènes-là, auront un ressenti beaucoup plus aigu à ce phénomène, et ça risque de leur faire drôle, quoi. Et déjà eux, bon, en même temps ils seront préparés, mais pas mal de monde aussi d'interprètes et de ceux qui préparent 2012 entre guillemets te disent, ceux qui par contre s'en foutent, l'ignorent, ne cherchent pas à savoir, il y en a à qui ça pourrait faire drôle, ouais. On va y revenir à ça. Alors ce qui est intéressant, et je rappelle pour les auditeurs que vous êtes à l'écoute de la radio Ici Maintenant sur 95.2, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Cette émission d'ailleurs est enregistrée, la vidéo sera disponible en fin de journée. Ce qui est intéressant, c'est que l'être humain, finalement, avec ce cerveau droit, ce cerveau gauche, donc une certaine forme de dualisme, Kalman le retrouve aussi à l'échelle de la planète avec l'Asie, et enfin l'Orient et l'Occident, on va dire ça comme ça, cerveau droit, cerveau gauche, où finalement les mêmes tendances se retrouvent à l'œuvre. Voilà, et que pour le coup, il y a eu des puissances fortes qui mettaient en avant soit l'Orient, voire à certaines périodes l'Occident, et qu'à l'heure actuelle, le monde étant entre guillemets plus ou moins unifié, on va dire, ne serait-ce que par rapport au commerce ou à l'économie, eh bien il y aura à nouveau cette forme de synthèse, où il n'y aura pas de prédominance d'un plutôt qu'un autre, normalement. Et ce qui est rigolo, c'est que cette synthèse, cette unification, elle se fait non pas par le haut, c'est-à-dire la conscience, des valeurs qui réunissent les gens à base de confiance, liberté et de responsabilité, mais elle se fait par le bas, c'est-à-dire la rivalité, la concurrence, le commerce, le foutage de gueule à tout point de vue, la domestication des masses, mais elle se fait. L'important c'est qu'elle se fasse. Elle se fait de la manière la plus trash et la plus glauque possible, mais elle se fait. Donc il y a un mec qui utilisait une belle image pour décrire l'attitude qui préconisait face à cette évolution-là. Il ne s'agit pas de faire dérailler le train, mais il s'agit de monter dedans et de le détourner. Donc l'idée c'est ça, on a un monde uni, il y a une mondialisation, il y a même un mondialisme, une doctrine qui consiste à faire de ce système mondial une dictature. Bon, c'est ce qui a l'air assez vrai à plusieurs niveaux. L'intérêt c'est pas de s'opposer à ça, parce qu'on ne peut pas s'y opposer, on ne peut pas faire dérailler le train, c'est juste pas possible, quoi. Il faut prendre le système tel qu'il est et voilà, le faire un peu dévier et lui faire prendre la direction qui nous arrange nous. Après, il va falloir se mettre d'accord, c'est sûr, hein. Mais a priori, il y a un consensus qui devrait se dégager là-dessus assez rapidement, a priori, dans les mois et les années qui viennent. Apparemment, en tout cas, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Oui, on sera bientôt fixé de toute façon. Si on dit des conneries, on sera les premiers à s'en apercevoir. C'est clair. En tout cas, ce que je note, c'est que cette conception du temps Kairos, Chronos, de la fin du calendrier Maya, eh bien, pourrait, dans une certaine mesure, coller à notre époque, à la fin des temps, à l'Apocalypse, bien entendu, c'est à ce à quoi je fais référence. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Apocalypse, la plupart des gens auraient tendance à l'assimiler à la fin du monde, alors qu'il ne s'agit pas de ça. D'ailleurs, on dit la fin des temps, et l'Apocalypse peut dire par-dessus le voile, au-delà du voile. Révélation. La révélation. Et ce qu'on est en train de constater, et ce qui colle d'autant plus au calendrier de Kalman, de sa conception du calendrier Maya, c'est que les choses étant en train de se désagréger, tout ce qui était dans l'ombre obscure vient à la lumière, commence à émerger, ce qui nous fait évoluer notre conscience. On voit comment les choses fonctionnaient, enfin, pour le coup, et continuent de fonctionner, mais choses qui nous étaient auparavant incompréhensibles, alors du domaine de la compréhension, soit que, par exemple, pour parler des sphères économiques ou politiques, qui étaient cachées, tout simplement. Qui étaient cachées, là, ça arrive au grand jour. Tout sort, voilà. C'est hallucinant. Et au niveau collectif, donc humain, social, économique, politique, comme tu veux, et au niveau individuel aussi, au niveau de nos cellules, puisque ce qui est en train de sortir aussi, et ça c'est Gilles Cinquin qui explique ça, c'est que le contexte vibratoire dans lequel on est, donc s'applique à nos cellules, comme je disais tout à l'heure, nos cellules vibrent, toutes, chacune, à un taux de plus en plus élevé auquel elles n'étaient pas habituées. Dans nos cellules physiques ainsi que dans les... je ne sais pas lequel c'est, parce qu'il y en a quand même un paxon de nos corps subtils qui nous environnent, nos mémoires sont cristallisées là-dedans. Nos mémoires, nos pensées sont aussi de la matière, entre guillemets, c'est une substance, c'est un truc, c'est impalpable, mais ça existe, quoi. Ce que t'explique Cinquin, c'est que tous les épisodes traumatisants de notre vie, les mémoires traumatiques, sont refoulés au fond de la conscience, donc dans un décor subtil, et aussi au niveau cellulaire. Au fond de nos cellules. Quand on a vécu un phénomène, une scène traumatisante, le mental réagit en sécrétant des hormones pour faire diversion, rassurer le conscient et refouler le bordel au fin fond, d'où il essaye de ressortir évidemment, parce que la mémoire traumatique par définition elle veut vivre, donc elle rejaillit périodiquement à la surface de la conscience,
Tu le vis mal, forcément, c'est pas cool, t'as peur, t'es en colère, t'as envie de frapper quelqu'un ou de te la tête contre les murs. Il faut que ça passe, il faut que ça sorte. Une fois que c'est sorti, t'es mieux, t'es libéré, hein. Et là, on en revient au phénomène toutes ces histoires de méditation et de libération. Plus tu libères de mémoire, plus t'es libre, plus t'es léger, plus t'es soulagé. Tu fais ce que tu veux, t'es plus régi par des épisodes pesants que t'as pas soldés, des problèmes que t'as pas réglés et qui influencent ta vie parce que ils influencent tes choix en permanence, tes choix de vie à tout niveau, quoi. Donc on est vraiment le jouet du mental à ce point de vue-là et des mémoires à la con qu'on se traîne, qu'on n'a pas réglé, hein, dont on a peur et qu'on refuse d'affronter. Donc ce qui se passe avec les phénomènes énergétiques en cours actuellement, c'est que les cellules lâchent toutes les mémoires et on peut plus les refouler. Le mental n'a plus le temps, et t'as pas mal de mecs apparemment qui luttent, qui font des efforts pas possibles pour refouler ça, ne pas avoir à l'affronter, surtout pas, quoi. Et ça sort quand même. Donc et ça va sortir de plus en plus vite à un rythme de plus en plus élevé, ce qui explique que voilà, il pourrait y avoir des pétages de plomb de masse, hein, à tous les niveaux de la société. Ce dont parle l'Apocalypse, ce dont parlent pas mal d'autres textes, et qui pour Cinquin et plusieurs autres est une éventualité très sérieuse. Alors tu fais mention dans ton article, donc je rappelle d'ailleurs, hein, l'article sur 2012 paru dans le dernier Nexus novembre-décembre, tu fais référence aux travaux du docteur Yves Dutheil et de l'homme super lumineux. Régis Dutheil. Régis Dutheil, pardon. Ouais. C'est de la guitare l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire un mot justement? Pourquoi ça t'a paru comme évident d'associer les travaux de Régis Dutheil? Bah, parce que je l'avais sous la main à ce moment-là, hein. Ça aurait pu être n'importe quel autre physicien. Ouais, non, bah, non, c'est ce qui s'est passé. Synchronicité, quoi. Oui, voilà. Son bouquin, j'ai même pas eu en entier, j'ai pas eu le temps de le finir. L'homme super lumineux et l'univers super lumineux qu'il écrit avec sa fille Brigitte. Ils sont magnifiques, ces livres, ils sont excellents. Après, moi, il m'a paru opportun, hein, parce que je suis journaliste et j'aime bien faire des raccourcis pour aller vite en besogne. Après, je peux me gourer, c'est pas grave. Mais il m'a paru intéressant de rapprocher sa théorie de l'univers super lumineux de la super lumière, donc d'une lumière d'une vitesse supérieure à celle de la lumière. Voilà, qui a été vérifié par ailleurs, hein. Donc de rapprocher cette notion-là du champ akashique dont parle un Meurois entre autres, du champ de la cohérence universelle dont parle Lynn McTaggart, de la matrice, la divine matrice dont parle Greg Braden en empruntant l'expression à Max Planck, hein, le fondateur de la quantique. C'est, disons que chaque chose développe un champ vibratoire qu'on peut associer à un champ de conscience, même si ce gobelin n'est malheureusement pas très conscient, hein, malheureusement pour lui, bon. Mais il y a quand même un truc qui se dégage de lui, qu'on le veuille ou pas, hein. C'est pas inerte, rien n'est inanimé, rien n'est inerte. Tout a une âme à un certain point de vue, y compris à un niveau très rudimentaire, mais bon, peu importe. J'ai perdu le fil, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, tu parlais de... Oui, vas-y. Oui, non, pardon. C'est-à-dire que... Ouais, vas-y, continue, c'est pas grave. C'est le direct, on se prend pas la tête. Ouais, bon, voilà. On retombera tous, par Oui, de toute façon. Oui, tu parlais tout à l'heure de l'éther, de cette composante éthérique de la matière, ou en tout cas énergétique. Dans quelle mesure ça me fait penser notamment à ce que en dit Patrick Burenselas, qui est alchimiste. Ah, il est super son truc. Ouais, hein. Et qui, finalement, cette fameuse lumière, pour lui, c'est tel quel. La science l'a appelée à l'heure actuelle la matière noire. C'est intéressant que cette matière noire, de surcroît, compose l'univers. Alors, on ne sait pas où elle est partout, elle est autour de nous, elle est en nous. À l'univers, alors, excusez-moi pour ceux qui sont très précis, à 90-95% de l'univers est constitué de cette matière. Donc, déjà, l'idée de penser qu'on est tous reliés à travers celle-ci. Alors voilà, c'est là-dessus que je m'étais paumé tout à l'heure, c'est que nous baignons tous, autant que nous sommes, dans une immense conscience. C'est-à-dire l'univers lui-même est un champ de conscience, quelque part. Et ça, j'ai pu le vérifier par ailleurs, mais il y a une identité assez fine entre, d'une part, l'énergie, la lumière, l'amour et l'information. Et donc la conscience. Tout ça, c'est synonyme à un niveau vraiment extrêmement pointu, fin et subtil, mais il y a identité entre ces trois notions. Un champ, une pulsion électromagnétique, elle véhicule une info. Elle véhicule donc, c'est un élément de conscience qui va percuter la tienne et qui du coup lui apporte un élément nouveau qu'elle va utiliser après à sa sauce. Ça peut faire aussi de la lumière, de la chaleur, ça peut être aussi de l'amour, puisqu'une vibration d'amour qui sont les plus élevées, hein, en termes de fréquence vibratoire, ont une influence beaucoup plus puissante et agréable, hein, tant qu'à faire,
que des pensées qui, elles, vibrent, dansent, c'est-à-dire de colère ou de peur, basiquement. Et là, on peut s'appuyer sur les travaux aussi bien d'Emoto, du docteur Emoto au Japon, sur la mémoire de l'eau, C'est ou fantastique. Beljanski. Hein. Là aussi, il y a une accointance de toutes ces différentes informations qui se recoupent. Et une convergence de malades. Hein. Exactement. Le professeur Vinlu aussi, qui a été le premier apparemment avant Benveniste et avant Emoto à mettre en lumière, mettre en évidence le phénomène de la mémoire de l'eau. Et comme lui il est d'origine viette et qu'il était de culture taoïste, parce qu'il était en Indo quand les Français étaient encore là, et il est parti avec eux. Chine, ouais. Et donc il a une culture taoïste, et après il a bossé à l'occidental, chez nous. C'était le premier aussi à mettre en évidence que les méridiens qu'utilisent les acupuncteurs dans la médecine taoïste, ce sont simplement des molécules d'eau qui pètent et qui sont beaucoup plus éloignées les unes des autres, ce qui permet une circulation de l'énergie, voilà, beaucoup plus subtile, beaucoup plus rapide. Donc ouais, c'est l'eau, tout passe par l'eau pour le coup au niveau organique. J'aimerais te citer, parce que je trouve que c'est déjà d'une part très bien écrit, puis en même temps il met vraiment en évidence les choses, et puis même si tu en as parlé, on aura l'occasion de revenir dessus. Méditation en accéléré, telle est précisément la démarche d'un Gilles Cinquin. Se rendre pleinement disponible à la lumière ambiante, cette énergie quantique impulsée par l'arbre de vie dont nous parle Kahneman, afin de faire s'élever la fréquence de notre champ de conscience. Et ça marche. C'est comme une séance de méditation bouddhique, vipassana, zazen ou shiné, ou de yoga, peu importe, mais en accéléré. D'après Cinquin, les conditions vibratoires actuelles sont telles que le travail qui prenait 1, 2 ou 3 vies il y a 5 ou 10 siècles peut maintenant se réaliser en quelques semaines, quelques jours ou quelques heures. Je cite, « Au cours d'époques passées, note de son côté Greg Braden, grâce à l'initiation appropriée, ces conditions exceptionnelles au plan vibratoire étaient employées pour accéder à des états supérieurs. Aujourd'hui, il ne nous est pas nécessaire de les reproduire dans des chambres à l'intérieur de temples. Il ne nous est pas nécessaire d'aller où que ce soit. Nous vivons dans une chambre d'initiation globale, car ces conditions géophysiques s'étendent à l'échelle mondiale, comme si la Terre nous préparait à la prochaine étape de l'évolution. Et pas que la Terre, tu nous dis par la suite. » Donc, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pour ceux et celles qui s'imaginent peut-être que de partir, alors soit dans un chemin initiatique à l'autre bout du monde, en Inde, ou que sais-je, ou autre, bref, alors on peut dire, c'est toujours intéressant de faire une séance de retraite vipassana pour comprendre certaines choses très, très basiques, mais en tout cas, pour ce qui est de celui et celle qui reste dans sa vie au quotidien avec femme, enfant, travail, et de pouvoir peut-être mieux comprendre ou saisir ce qu'il est en train de vivre, pas besoin d'aller faire forcément cette retraite. Bah déjà, il aura du mal en termes de contraintes de temps et d'emploi du temps, bon déjà, parce que là-dessus on est tous logés à la même enseigne. Là-dessus, bon, les avis divergent, t'as des mecs qui disent il faut méditer, il faut s'asseoir en tailleur tous les jours, au moins pendant 1 heure, et s'écouter, respirer, c'est vachement important, c'est le moment ou jamais, faites-le. D'autres qui te disent ouais, ou pas, hein, le plus important c'est pas se livrer à un exercice particulier. Encore une fois, ce qui compte c'est pas le quoi ou le que, c'est le comment. Peu importe l'exercice auquel tu te livres, quoi que tu fasses, ce qui est important, ce qui compte le plus et ce qui compte uniquement, c'est la façon dont tu le fais, quoi. Ici, maintenant. Donc voilà, centré sur l'instant présent, carpe diem, ça reste l'alpha et l'oméga, quoi. La méditation, voilà, j'ai essayé un peu pour savoir effectivement pour voir ce que c'était. Ou alors oui, c'est bien, c'est super, hein, ça te fait du bien et tout, après t'es mieux. Faut pas que ça devienne un refuge, faut pas que ça devienne un réconfort, faut pas que ce soit oh putain, j'ai un coup de mou, j'ai un coup de blues, oh là là, bah tiens, j'ai médité, ça ira mieux, après voilà. Non, enfin voilà, ça devient comme comme on respire. Non, ça devient un refuge, comme une drogue, tu parles clope, de l'alcool, ouais. du sucre, une connerie. Non, la méditation, ça consiste à t'apprendre à être centré sur l'instant présent. Donc ça, une fois que tu as compris ça, il faut t'entraîner à le faire, mais ici et maintenant pour le coup, n'importe quand, au bureau, dans le métro, dans le bus, quand tu es avec les gens. Tu peux très bien faire un truc tout en étant conscient de ta respiration, l'air qui entre, l'air qui sort. C'est le seul moyen d'arriver à effectivement à être centré sur ce qui se passe, à être attentif et à entraîner ta conscience, à être concentré, à être clair, à être fine et précise. Et la méditation, pour le coup, voilà, c'est de ce point de vue-là, c'est H24, c'est ah tiens, voilà, je fais gaffe, je fais attention, je note que je me concentre. C'est le but du jeu. Alors que tu le fasses assis en tailleur, en t'écoutant respirer, ou que tu le fasses en faisant la vaisselle ou autre, c'est exactement pareil. Et Osho, c'est l'espèce d'ésotériste rigolo là, indien, il a une belle façon de décrire ça. Il dit il faut que tu payes une orange comme si tu dirigeais une symphonie. Il faut que tu y mettes voilà, la même passion, la même concentration, la même envie, la même attention. Voilà, c'est ça qui fait que la vie devient intense, quoi.
Et de surcroît, avec cette pensée, cette attention portée à l'orange épluché va certainement nourrir l'orange, qui en échange va nous nourrir. Ben voilà, mais c'est joli ça, c'est Khalil Gibran qui explique ça aussi à un moment. Il dit quand tu bouffes une pomme, adresse-lui toute ton attention, tout ton amour en lui disant voilà, je te mange parce que t'aimes et en même temps je t'aime parce que je te mange. Et la pomme, elle sait qu'elle est conçue pour être bouffée donc elle t'en veut pas et elle te restitue ces sentiments-là. Donc voilà, William Blake explique ça aussi, hein, l'ésotériste fou furieux là, du fin 18e. Voilà, tout simplement, quand tu manges ou que tu bois en étant joyeux, eh ben, tu consommes de la joie. Voilà, c'est aussi con que ça, quoi. La fin du temps linéaire. Alors ça, je pense que ça va être très perturbant. Bah, Notre conception du temps, c'est là que l'idée de fin des temps, entre guillemets, est pertinente, puisque ce sera la fin des temps linéaire, pour le coup. C'est la conception du temps kéros qui va devenir prééminente pour nous, mais de manière naturelle. Hein. Ce sera pas une décision. On va pas se lever le 22 décembre 2012 en disant bon bah c'est bon, je peux passer en temps kéros maintenant, je bazarde mes montres et mes horloges, ça sert plus à rien, je m'en fous. Non, ça va venir peu à peu. Voilà. mais alors autant il est peut-être très difficile hein, de concevoir le fait qu'on ne vive plus dans un temps linéaire, mais dans un temps justement non linéaire, où tout l'instant présent n'est que l'instant présent et qu'on ne vit que ce moment qui suit le moment précédent et ainsi de suite. À tel point que, à l'heure actuelle, ceux et celles qui peut-être ont une certaine approche à travers leur lecture ou autre, même de l'article en lui-même, autant on lit quelque chose qui peut nous parler d'un point de vue intuitif hein, de ton article, autant il peut y avoir une sorte d'appréhension sur ok, mais comment le mettre en pratique. Alors là on essaie justement de donner des clés sur le fait de vivre l'instant présent et de ne pas s'attacher à des projections futures, même si effectivement on peut prendre les éléments qui sont autour de nous pour les intégrer, et il en ressortira au moment voulu, vraiment, ce qu'il faut qu'on en fasse, sans pour autant qu'on ait à se projeter. Éventuellement, mais tout fait sens, tout est signe autour de nous, tout est éventuellement soumis à interprétation. Et tu pètes un plomb à la longue, sans déconner, tu deviens dingue, tu peux pas. Il y a trop d'infos, on est saturé d'infos, de signes, de ci, de ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc le tri il se fait encore une fois au niveau intuitivement. Je sais pas comment le dire, on peut pas répondre à tout, toutes les sollicitations, toutes les infos qui nous tombent dessus, c'est infernal. Alors si en plus tu commences effectivement à te faire des plans du genre il va se passer ci, il va se passer ça va être terrible. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et en plus voilà, il faut que, je me contraigne, voilà, tu te charges la mule, ça sert à rien, comme dit la chanson à la con là, on n'est pas là pour se faire engueuler, hein. Donc faut profiter un tout petit peu, et tout petit peu, faut profiter de la vie, quoi, ça on en a, c'est quand même déjà pas mal d'en avoir une. Merde quoi, les mecs qui sont là, ça va être dur, on va souffrir, ah là là, trop dur la vie, le monde il est dur, et gna gna gna, putain mais ils servent à rien les mecs, ils subissent quoi. Le but du jeu il est de créer un nouveau monde, ça déjà, ça c'est clair. Et c'est pas en ressassant là, des trucs, en entretenant une sinistrose à la con qui plombe tout le monde quoi. Parce que les mecs, on parlait de pensée créatrice tout à l'heure, et 5.1 et d'autres t'expliquent que dans les conditions actuelles, tu penses à un truc, t'as une pensée, t'as une idée, ça va se projeter de manière beaucoup plus rapide et créatrice dans la réalité, voilà, que précédemment, où les vibrations étaient plus basses. Donc si les mecs commencent à te dire ah oui, il y a une conspiration mondiale, on va tous se faire gazer, on va tous se faire pucer avec des nanoparticules dans le cul, Bill Gates qui est en train de financer des programmes de recherche terribles sur des vaccins avec des nanos dedans, des trucs, des biotech, ça part dans tous les sens. Oui, on va tous se faire génocider, esclavagiser. Continue, si tu veux que ça arrive, continue de le dire, quoi, continue d'y croire. Vas-y, provoque-le le truc. À quoi ils pensent les mecs? Ils jouent à se faire peur, donc ils se font peur pour de bon, et en plus ils mettent les autres dans la merde. Voilà, super. Alors, je reprends Kahneman. Selon lui, il est urgent d'apprendre à devenir des co-créateurs. L'Occident est dominé par le cerveau gauche, masculin, rationnel, analytique et abstrait. L'Orient est dominé par le cerveau droit, féminin, intuitif, synthétique, holistique et concret. Et c'est particulièrement visible dans le domaine de la médecine et de la santé. Il est temps désormais d'unir les deux. Ainsi, quand la domination de l'hémisphère gauche du cerveau prendra fin, avec l'avènement de l'inframonde universel, l'expérience du temps linéaire prendra fin également. Il n'y aura plus que l'instant présent, qui relève du temps kairos dont on parlait tout à l'heure, soit l'éternel présent. Selon Gilles Saquin, cette conscience de l'intemporalité est une sorte de préalable à l'éveil. Et c'est là où on rejoint encore une fois le fait que l'homme peut être
un canal, un médium entre la terre et le ciel, Nous sommes tous des canaux entre la terre et le ciel. Tous, tous, tous. et qu'il n'y a juste qu'à se laisser porter par cette énergie qui est présente. L'énergie nous tape à la porte, elle tambourine à qui mieux mieux, et nous, on refuse d'écouter, on veut pas savoir, on ignore, on s'en fout, on a peur, parce que le mental, l'ego, lutte à mort pour pas perdre son pouvoir. C'est-à-dire du moment où ces influences-là investissent notre conscience, l'ego, il n'y en a plus, quoi. Enfin, il n'y en a plus. Il est relégué à sa place, hein, c'est-à-dire loin derrière, au fond à droite, là où il fait noir, quoi. Et ça, il n'a pas envie, quoi. Voilà, c'est une question de pouvoir, entre guillemets. On va faire une petite respiration musicale. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, 95.2 par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Respiration musicale, donc on se retrouve d'ici quelques instants avec vos interventions, vos questions à poser à Alexandre Rouget, aujourd'hui avec nous pour son article sur 2012 paru dans le dernier Nexus, novembre-décembre 2010. Nous avons constaté que nombre d'auditeurs ignorent qu'il est possible de se procurer des émissions de la radio au format MP3 sur CD-ROM. Il en existe des milliers qu'on peut découvrir sur ici-et-maintenant.com. Cliquez sur Archives, puis Catalogue depuis la page d'accueil. I thought that you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down, with both your feet on the ground. I love slow, slow but deep, faint affection wash over me. Dream on, my dear, and renounce temporal obligation. J'ouvre le standard pour vous, auditeurs, auditrices. Vous souhaitez poser des questions à Alexandre Rouget. Vous êtes les bienvenus, 08 92 23 95 20. Vos interventions en direct à l'antenne, 08 92 23 95 20. You build me up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time to the beat of an old slave drum. You raise my hopes, then you raise the odds. You tell me that I dream too much. Now I'm serving time in disillusionment. I don't believe you anymore. I don't believe you. I don't believe you anymore. I don't believe you. I thought that I knew it all. I'd seen all the signs before. I thought that you were the one. In darkness my heart was one.
You build me up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. We keep time to the beat of an old slave drum. You raise my hopes, then you raise the odds. You tell me that I dream too much. Now I'm serving time in a domestic graveyard. Alors profitez-en si vous voulez poser des questions, c'est pas quand Alexandre sera parti qu'il faudra vouloir lui en poser. Alexandre, suite à ce que l'on a dit, et je pense que ce qui nous intéresse là concrètement, c'est comment on va pouvoir passer à l'action, puisqu'il s'agit d'être co-créateur et que apparemment, si le calendrier Maya, selon la théorie de Kalman, est juste, il nous reste très peu de temps, tout est relatif. Genre que je continue à employer des stéréotypes de langage. Il nous reste très peu de temps chronos, mais en tant qu'Eros, ça peut te prendre une seconde, 2 minutes, ou le comment, il est dans l'attention de l'instant présent, quoi que tu fasses ou que tu sois. Il est dans aussi l'attention aux autres et bon après voilà, je vais te sortir des banalités parce que voilà, tu vas sur n'importe quel site qui parle de 2012, n'importe quel site de channel ou n'importe quel site de méditation, quelle qu'elle soit, les mecs t'expliquent la même chose. Et ils ont raison, faut en passer par là à un moment, faut comprendre un tout petit peu en quoi ça consiste et comment ça marche, il faut essayer soi-même, hein. Pour le coup, faut jouer le jeu, faut y mettre du sien, parce que c'est pas gratos, hein. Faut se battre pour quoi. Et voilà, moi tel que je le vois, pour avoir essayé certains trucs aussi par rapport à ça, c'est de se nettoyer soi-même, hein. Si on veut bâtir un joli nouveau monde tout propre et tout flower et tout glamour, il va falloir commencer par le faire en soi, quoi. Donc ça c'est du travail émotionnel, hein, entre guillemets, et au sens large, c'est-à-dire que comment tu le fais toi dans ta vie au quotidien? Finalement depuis que Bah. tu as commencé, alors je sais pas, soit à travers la méditation, soit depuis le temps que tu mets le nez dans tout ce qui peut-être a trait à l'éveil de conscience, dans quelle mesure est-ce que tu as choisi d'épurer cette fameuse mémoire cellulaire dont tu parlais? Si on peut parler de ça comme ça, hein. Bah, à travers des expériences que je n'ai pas choisies, mais qui m'ont choisi entre guillemets, c'est-à-dire que alors, dès le moment où tu prends une décision et où tu te mets dans cet état d'esprit-là, où tu te dis, bon, ben, je veux comprendre, je veux savoir, j'ai envie de vivre un peu ça pour l'interpréter à ma façon et éventuellement aider un peu les autres derrière, bah, encore une fois, tu crées les conditions, tu crées les opportunités qui vont t'amener à vivre ces expériences-là. Et alors voilà, ça peut être une biture, ça peut être une baston, ça peut être une séance de méditation ou une retraite bouddhiste, tout ce que tu veux, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est que ça corresponde à un moment, à une situation de ta vie où ça t'apporte quelque chose sur toi, sur ta façon d'être, ta façon de penser, tes croyances, tes valeurs, tes idéaux, tes convictions. Je pense, et ça pour le coup, enfin je peux en parler parce que je suis passé par là aussi, il y a un énorme travail de remise en cause individuelle à mon avis à faire sur les croyances de chacun. Dans la vie on sait ou on ne sait pas. Croire au sens de crédérer, ça me paraît c'est tendu. En général c'est là que tu commences à te faire baiser, quoi. Même s'il faut y mettre du sien aussi, mais par contre croire au sens de fides, la foi, là oui, sans réserve. Ça c'est la première évidence. Voilà, si j'avais un seul conseil à donner, à la limite, hein, ce serait d'avoir confiance, quoi. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'univers et confiance, voilà. Pas crédule, pas bêtement croyant, mais simplement avoir confiance. Ça déjà, ça te donne une bonne assise et du coup, ça t'évite de prendre des mandales que tu aurais prises autrement, quoi. 08 92 23 95 20, nous accueillons Jacques. Jacques, bonjour. Oui, bonjour l'animateur, bonjour l'invité, et puis bonjour la radio. Bonjour monsieur. Je souhaiterais lui poser une question. Effectivement, ce qu'il dit, même sur moi, j'arrive à comprendre qu'il y a un truc qui se passe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de transmettre ça à d'autres personnes qui ne perçoivent pas les mêmes choses que vous, et on vous prend un petit peu pour un fou, quoi. Oui. Et donc, moralité de cette affaire-là, moi, ce que je voudrais poser comme question, c'est, vu le flot d'informations aujourd'hui dont on dispose, Internet, enfin les journaux, puis tous les moyens médiatiques que nous avons, comment peut-on savoir et bien cibler que ce n'est pas une manipulation qu'on est en train de nous faire vivre et que c'est une vraie authenticité de changement de conscience? Par votre intuition. Quand vous tombez sur une info qui vous paraît ambiguë ou problématique,
Détachez-vous-en 2 minutes, essayez de ne plus penser à rien et attendez de voir ce qui émerge à votre conscience, si c'est positif ou si c'est négatif. On n'est plus dans du rationnel, dans du mental, on est dans du sensitif, de l'intuitif pur, face à une info, à une donnée quelle qu'elle soit. Donc il faut que vous écoutiez votre corps, votre conscience, comment ils réagissent à telle ou telle donnée, à telle ou telle info. Il faut vraiment s'écouter soi et pas écouter le mental. Ça me paraît être la seule solution. D'accord. Mais les gens qui ne sont pas encore perceptibles à ce niveau-là, comment eux peuvent arriver à cheminer vers cette conscience, quoi? Il faut commencer par apprendre effectivement à maîtriser un tout petit Parce peu que là, le je peux vous dire qu'il y a du boulot quand même. Hein. Quand j'entends et que je discute avec des gens, il y a du boulot. Hein. Grave. Mais c'est clair qu'il y a un énorme boulot, mais il faut commencer par faire soi-même avant de pouvoir aider les autres. Et la première chose à faire, quand je parle de remettre en cause ses croyances, ses convictions, ses valeurs, parce que ce sont les bouées auxquelles l'ego se raccroche pour dominer la conscience et dominer la personnalité. Alors dès le moment où on lui supprime ses béquilles, l'ego il se fait discret du coup, hein, il se ratatine un petit peu et puis il laisse la vraie conscience libre, autonome, prendre la place. Et du coup on vit de manière un peu plus sereine, plus autonome, plus responsable, plus libre. Donc pour arriver à un certain niveau minimal d'apaisement mental et calmer l'ego, il faut remettre en cause tout ce à quoi l'ego se raccroche pour se sentir exister, tout ce qui compose notre persona social, notre masque social, l'image qu'on se donne, l'image qu'on aime donner de soi aux autres et l'image qu'il nous renvoie du coup. Il faut s'interroger là-dessus sans déconner. Est-ce que lâcher prise n'est pas une façon de faire ça un peu plus, je dirais... efficace? Facilement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que tout le monde se raccroche à quelque chose, ce qui soit matériel la plupart du temps et qui n'amène pas grand-chose à l'humanité, quoi. Bah non, qui est une aliénation, hein, typiquement. Mais oui, c'est aussi ce que le lâcher prise, voilà, quand les mecs emploient ce mot, a priori, ça renvoie à peu près à ça aussi, ou à peu de choses près, j'imagine. Je vous remercie beaucoup et je crois qu'il y a du boulot. Hein. Je vous en prie. Oui, donc nous avons du pain sur la planche. Allez, merci Jacques. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20. Alors, ce dont tu nous fais part à travers les travaux de Kalman dans cet article de Nexus, alors autant, toujours c'est peut-être cette différence entre la théorie et la pratique. Et pour exemple, c'est que le monde dans lequel on vit est à l'image de cette... comment est-ce que je pourrais dire ça? De ce marasme, de cette boue à laquelle surgit à un moment donné la fleur du lotus. Hein, c'est intéressant, hein, tu parlais que tout est en train de se désagréger, mais que ce désagrégement est nécessaire à une sorte d'épanouissement, de prise de conscience pour le coup. Désagrégation, ouais. Oui, tu peux faire aussi la métaphore, effectivement, la métaphore florale ou agricole. Ce qui est en train de s'écrouler, voilà, ce sera le ferment, ce sera le levain sur lequel il y a énormément de jeunes pousses qui sont en train de sortir de tous les côtés. Hein. Encore une fois, effectivement, on n'y est pas attentif parce qu'on n'a pas le temps ou que bon. Mais il se passe énormément de choses. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'exister, ce qui est en train de sortir comme info, on n'a pas le temps d'en parler parce que et puis il faut le vivre soi-même avant tout, quoi. Encore une fois, voilà. Il faut se recentrer sur soi, s'écouter, faire le tri dans ce qu'on est, ce en quoi on croit, pourquoi on vit, quelles raisons ont présidé à nos choix de vie, quels qu'ils soient, et est-ce qu'on est à l'aise avec ces choix-là, et si on n'est pas à l'aise, faire l'effort de remettre en cause. Et encore une fois, c'est pas une question d'intelligence ou quoi que ce soit, c'est une question de courage, et finalement d'amour, hein, parce que c'est de l'amour de soi, c'est de l'amour propre avant tout dont il s'agit, et qui permet seulement dans un deuxième temps l'amour d'autrui, quoi. 08 92 23 95 20, nous accueillons Cristal. Cristal, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. En fait, ma question, c'était par rapport aux enfants. Je voulais savoir si eux, ça se passait autrement et du fait qu'ils soient un peu plus réceptifs, est-ce que c'était pas dangereux pour eux? Ah oui, c'est clair. Déjà, ce matin à l'ouverture, tout à l'heure, l'ouverture du trésor de l'A2 et un fait divers hallucinant, il y a un gamin qui s'est immoulé par le feu dans la cour de son lycée à Bordeaux. Donc ouais, il y a des gars. L'évolution actuelle, elle est extrêmement violente, les enfants du coup, parce qu'ils sont beaucoup plus réceptifs, ils ressentent ça beaucoup plus violemment que les adultes. Donc les contradictions auxquelles nous sommes confrontés, pour eux, elles peuvent être effectivement
intolérable, ingérable, et ce qui explique les conduites à risque hein, chez les jeunes, drogue, alcool, binge drinking, toutes ces conneries, vitesse au volant, enfin conduite à risque au sens large, suicide. En même temps, il y en a qui naissent aussi avec des logiciels qui sont plus les nôtres. Eux, la domination cerveau gauche, cerveau droit, pour eux, c'est fini. Ce qu'on appelle les indigos et maintenant les enfants cristal depuis peu de temps, ce sont des gamins qui naissent avec un autre logiciel mental que nous. Tous les clivages, toutes les dualités qui organisent notre vie, clivage droite-gauche, clivage masculin-féminin, clivage bien-mal au niveau moral, ils sont indifférents à tout ça, ça leur parle plus. Ils savent pas comment se situer, ils s'en foutent quoi, pour eux ça n'a aucun sens. Et ils sont malgré tout obligés de vivre dans un monde qui est encore structuré selon ces critères-là, donc ils pètent un plomb. Voilà, et ça c'est clair que je vois pas, à part créer autour d'eux un environnement, des conditions qui soient le plus possible adaptées à leur conscience, à leur état d'être, et limiter leur immersion dans un monde moderne en train de crever et qui, plus sa fin approche, est plus agressif et difficile à vivre, ouais, c'est clair. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Je vous en Au prie. revoir Cristal. Au revoir. Alors par rapport à ça, justement, c'est qu'à l'heure actuelle, les deux mondes, les deux paradigmes, alors le nouveau qui est en train d'émerger, à l'image de la graine de lotus qui est en train de sortir de la vase, se bâtit sur les ruines de l'ancien monde, mais qui est toujours présent et qui a toujours je dirais son bon droit, puisqu'il représente peut-être 80-85% de la population mondiale. Nous fonctionnons sur un certain système. Moins que ça, je pense. Alors, peut-être moins, parce que là, on fait peut-être écho au créatif culturel, et il représente, de l'article que j'avais pu lire, 15% de la population mondiale. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit 80-85%. Mais ces créatifs culturels se sentent encore plus ou moins séparés les uns des autres. Tu parlais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de naître à l'heure actuelle, qui vraiment laissaient entrevoir ce que serait l'émergence du monde de demain. Qui sont disparates, quoi. Exactement, pour l'instant. Ouais. Alors il y a cette idée de dire, finalement, comment peut-on construire un nouveau monde si déjà l'ancien n'est pas totalement fini, il est en train mais à faire le grand écart, des fois on peut avoir mal à l'entrejambe. Alors comment est-ce que, justement... C'est pas très souple. Ouais, non, du tout. Alors la question c'est comment vivre en créant ce nouveau monde, tout en faisant partie encore de ce monde actuel. Comment pas se faire déchirer par cette espèce de tiraillement de malade entre deux mondes totalement contradictoires et inconciliables. Bah, encore une fois, c'est un switch mental. Hein. C'est comme quand Solzhenitsyn t'explique qu'il a découvert la liberté au goulag. Hein. Voilà. Tant que tu comprends pas ce paradoxe apparent, bah, tu sauras pas comment tu peux bâtir un nouveau monde tout en étant investi dans l'ancien, qui est en train de crever. Et qui sent sa fin arriver. Et plus sa fin se rapproche, plus il est tendu. Comme l'ego, ouais. C'est une bête blessée, traquée, aux aguets, et qui donne des coups de griffe de plus en plus violents. Donc ouais, faut... Voilà, c'est la liberté au goulag. Une fois que tu as compris ça, tu sais comment faire, quoi. Alors, est-ce que justement l'une des solutions, alors, je reprends l'exemple des enfants que Cristal est venu mentionner à l'antenne, pour ceux et celles qui à l'heure actuelle souhaitent, par amour pour leur enfant, créer les meilleures conditions de vie, on peut se dire si c'est au sein d'une ville qu'on peut leur donner tous les meilleurs éléments. Alors, pourquoi pas, tout est possible, pourquoi pas. Et d'un autre côté, je fais le lien avec le retour à la terre, et notamment tu en avais parlé quand tu étais venu mentionner le sujet du Codex Alimentarius, qui est lui aussi, alors préoccupant, non pas pour faire peur, mais tu mets en évidence une réalité qui est là, qui est présente, et qu'il faut... Un des aspects de la dictature mondiale qui est en train de se mettre en place, oui, mais après ça sert à rien d'agiter le chiffon rouge. Hein. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, le fait de mentionner certaines informations, aussi dramatiques en apparence peuvent-elles être, ne sont pas là pour forcément faire peur, elles sont là aussi pour qu'on puisse les intégrer et en prendre conscience pour nos démarches du quotidien, tout simplement. À la rigueur, mais bon, moi j'achète mon pinard et mets les fruits et légumes en bio avant de connaître l'existence du codex. Enfin, tout à fait. À la limite, hein, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais à quoi ça nous sert de savoir qu'au niveau alimentaire, on n'est pas libre de ce qu'on bouffe et on se fait intoxiquer nuit et jour depuis qu'on est né, quoi. À quoi ça nous sert? On est bien avancé. Voilà. Ah, bah, je me fais enfler nuit et jour, super. Au niveau alimentaire, au niveau médical, au niveau fiscal, juridique, pas à tous les niveaux. On est là, voilà, on est des pigeons, on est pour se faire plumer et on y va et on en redemande. Ok, bon, je suis bien avancé, quoi. Voilà. Non, enfin.
C'est secondaire, c'est pas qu'on s'en fout, c'est intéressant. Enfin, même vachement intéressant. Techniquement, la performance elle est belle quand même, hein. Les mecs, chapeau quoi. Mais au-delà de ça, on s'en fout quoi. C'est pas ça qui te permet de mieux t'apprécier tel que t'es, de mieux vivre, d'être. Voilà, tu peux vivre super heureux tout en mangeant du McDo et des kebabs de merde toute ta vie. Mais si tu es heureux de vivre, c'est pas parce que tu manges ces saloperies là que tu t'en. Enfin, évidemment, tu seras gras, tu auras des boutons, je sais pas, tu feras du diabète, bon voilà, les conneries. Mais c'est pas ça qui va te pourrir la vie. Ce qui te pourrit la vie, c'est les émotions non gérées, c'est un mental trop dominateur, c'est des choix non assumés. Voilà, et ça c'est pas le monde extérieur qui peut régler ce problème-là. Voilà, c'est à l'intérieur que ça se passe, quoi. Donc bon. Alors, de faire ce travail intérieur, alors ce qui est très intéressant, et là je reviens sur l'intervention de Jacques tout à l'heure, c'est comment procéder. Alors, suivre une thérapie, ça peut coûter un certain argent. Il y a un maximum en plus voilà, de marchands de soupe, de marchands d'espérance. Il y a de tout. Voilà. Ça, c'est une chose. Sachant que si on refuse de faire ce travail intérieur, et vu qu'on parlait de ce temps Kairos qui est d'autant plus présent et qui nous pousse à nous mettre un peu le miroir devant les yeux et nous dire bah, tiens, regarde, t'as telle chose que t'as pas réglée, il serait peut-être bien que tu le règles. Et bien l'apocalypse le réglera à ta place. Voilà, grosso modo, c'est plus tu recules l'échéance de voir la réalité de ce que tu es en face, et plus la vie va t'amener à l'événement. Plus elle te reviendra fort dans la gueule. Parce que de toute façon, on y passera tous, d'après les exégètes, hein, encore une fois. Et ceux qui refusent de faire ce petit boulot-là, enfin d'accepter simplement l'info sur 2012, pas de coup fin du monde, ok d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire. Ceux qui refusent ces idées-là, ils se réservent encore une fois des moments tendus, quoi, parce que selon 5.1, l'apocalypse correspond pile poil, enfin elle est même probablement déjà commencé, mais elle correspond à tout le moins au 9e inframonde Maya, hein, donc aux 234 jours. Voilà, donc petit scoop pour ici et maintenant, l'apocalypse c'est le 9 mars prochain, voilà, comme ça vous le savez. Les mecs qui refusent encore une fois ce travail-là, les mémoires traumatiques rejaillissent quoi qu'il arrive, et de plus en plus vite puisque la fréquence ambiante s'accélère. Et les mecs sont pas préparés à ça, donc ils revivent des scènes traumatisantes, voilà. Ils gaspillent une énergie folle à essayer de les maintenir refoulés. Sous boisseau, ouais. Et quand elle leur pète au nez, malgré tout, ça peut être avec des problèmes de santé. C'est la panique. Ah bah, ça passe en grande partie par des somatisations. Et alors après, les somatisations, c'est les ulcères, cancer, tout ce que tu veux. Bon. Mais il y a un exégète du phénomène 2012 qui a émergé récemment, qui est un Indien qui fait du yoga, j'ai pas retenu le nom, qui explique qu'y compris au plus haut niveau de l'État, les mecs qui vont avoir à faire face à ces problèmes de conscience et d'émotions refoulées qui vont les dominer, ça va entraîner des comportements extrêmement agressifs, y compris au niveau politique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises de bec, des engueulades, voire des démarches belliqueuses pour des prétextes complètement futiles, quoi. Simplement parce que les mecs seront tellement tendus, stressés par les émotions qui les submergent, ils sauront pas faire autrement que de devenir agressifs pour se décharger, quoi. Voilà, on t'explique aussi qu'il y a des gus qui risquent effectivement, tellement qu'ils vont avoir peur, mal, qu'ils vont ils vont se jeter par la fenêtre parce qu'ils sauront pas quoi faire, ce sera la terreur pure et absolue. Pardon, et ça par parenthèse, je pense que ça renvoie à cette fameuse idée des 3 jours d'obscurité totale et absolue, là, dont parle, il y a plusieurs sources qui n'ont rien à voir qui évoquent ça, et c'est assez intéressant, que ce soit des channels ou Don Alejandro, là, le porte-parole des anciens Mayas. Donc 3 jours d'obscurité totale, ça correspond pas nécessairement à une réalité, enfin 3 jours tels qu'on les connaît nous, hein, mais ça renvoie apparemment à cette période de basculement où vraiment la conscience lâche totalement prise et où tout ressort et où tout ne peut plus faire face. Le mental ne peut plus faire face, tout ressort, tout de revivre. Toutes tes scènes les plus traumatisantes que tu n'as jamais accepté d'affronter. Et voilà, l'obscurité, j'imagine que ça renvoie par analogie à une période de détresse absolue, tu es dans le noir, tu sais pas quoi faire. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est l'enfer, quoi. Tu vis tes enfers personnels. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que pour ceux et celles qui sont sur la voie initiatique vers l'éveil et qui font ce travail, vraiment une discipline du quotidien, il y a un certain laps de temps, à travers dans toutes les grandes traditions, on parle que l'initiation traverse à un moment donné, c'est pas nécessaire, mais la nuit noire. Si, c'est nécessaire, c'est un passage obligé. Les ténèbres intérieures. Voilà. Et c'est à l'image de Luke qui va dans la grotte, dans Star Wars, où il descend affronter son ombre. Mais c'est très intéressant. Mais c'est ça, ouais. C'est le dragon des contes de fées que le héros doit défier et vaincre pour conquérir sa douce, son alter ego. Voilà, enfin il y a toute une symbolique à plusieurs niveaux là-dessus, mais c'est ça aussi, quoi. Il faut tous qu'on va falloir se coltiner notre dragon intérieur, sans quoi on sera pas libre, quoi. Et nous accueillons Jacques. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Alexandre. Bonjour monsieur. Et j'avais déjà en main le dernier livre là
de Kalman, quantique, là. Cosmologie Maya et théorie quantique. Oui. Oui, alors, comme je lis toujours les bouquins, j'ai commencé par la fin, j'ai regardé la biblio, ensuite les notes, Mhm. et sur la note, là, sur la note, une des dernières notes d'ailleurs, j'ai trouvé effectivement la date du 28 octobre 2011. Mhm. Et puis j'ai feuilleté rapidement le livre, parce qu'il est vraiment il est costaud, quoi. Mhm. Et puis voilà, puis je l'avais laissé un peu en plan, en me disant, bon, ben, j'ai autre chose à faire. Eh oui. J'avais mon pinard bio à acheter, comme on fait. Ouais, hein. Bon, ouais. Et puis alors après, je vais chez mon libraire, je tombe sur ce numéro de Nexus, et je me dis, ouf, ah ben déjà, ça va me donner un coup de main. Alors, déjà, ce numéro, il est super. Hein. Ouais. Ce numéro 71, hein, votre article, là, il s'insère dans une collection d'articles. Chaque truc est intéressant, mais je veux dire, là, le dernier, il n'est pas loupé. Hein. Il y a Pelt, il y a tout. Enfin bref, je ne vais pas faire la réclame pour ce numéro 71. Là, c'est novembre-décembre 2010. Hein. Est-ce que vous avez des questions, Jacques? Alors, question, je sais pas, je voudrais savoir si, parce que moi, il y a un bouquin que j'avais chez moi qui m'est retombé entre les mains, sur les runes, vous savez, ces cailloux sur l'île de Gotland, au sud de Stockholm, là. Ou alors là, c'est vraiment de la très grande simplicité, hein. Si vous aviez des lumières sur... Alors c'est un bouquin qui était destiné aux pilons, donc Sonia, Autenin, Girard, enfin bref. La question, Jacques? S'il vous plaît, oui. Alors justement, je veux dire, là, pour pas se prendre la tête, parce que là c'est à la fois ultra simple et assez énigmatique, c'est-à-dire ce sont ces 18 cailloux. Et la question? Mais la question... Bah oui. Je félicite Alexandre Rougy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est toujours pas la question. Merci, monsieur. On parlera des runes une prochaine fois. Ça, je suis c'est pas le contre, truc. mais- Non, il n'y a pas de question. Bon, ben voilà. Non. Merci, Jacques. Merci, Je monsieur. suis très content d'avoir pu vous lire et de vous écouter. Je vous remercie, c'est gentil à vous. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, tu as fini ton article du Nexus. Alors, j'imagine que c'est toi qui as fait le petit encart, là, 2012, c'est Oui. maintenant. Oui, c'était rigolo, ça. Alors, ouais, c'est intéressant. Alors, pourquoi, justement? Parce que pourquoi avoir mentionné ça, sachant que tu nous faisais part au début de l'antenne du channeling, etc., de tout ce qui est dit sur 2012, la fameuse date, que bon, fallait prendre ça avec beaucoup de pincettes, parce que de surcroît, tout était dit et son contraire. 2012, ça désigne pas la date, mais le phénomène. C'est-à-dire que le phénomène que recouvre cette date, quand on mentionne la date, ça désigne un phénomène derrière. Les 4 chiffres, on s'en tape, quoi. Donc, ça se passe maintenant, comme on dit tout à l'heure, où ce que nous faisons maintenant permet de créer, de faire exister l'avenir immédiat, proche et lointain. Le phénomène 2012, c'est maintenant que ça se passe, parce que si on est encore une fois dans la confiance, dans une certaine maîtrise de ses émotions et de son mental, si on est dans une certaine autonomie, une certaine liberté et une certaine responsabilité, on contribue à faire que le phénomène se passera et qu'il se passera bien. Dans la mesure où le temps kéros s'accélère à toute blinde, si on veut que les choses s'améliorent, il faut très vite faire l'effort, dans un premier temps, si on n'est pas encore prêt, à avoir des pensées positives, hein, aussi con que ce soit, essayer de ressentir un tout petit peu d'empathie pour les gens, y compris ceux dont tu te fous, ceux que t'aimes pas, les gens que t'aimes pas, même se forcer, il y a des channels qui préconisent cet exercice, il paraît que ça marche très bien. Penser à une personne qu'on n'aime pas, qu'on n'aime vraiment pas du tout, quoi, et lui adresser une prière d'amour, une pensée d'amour la plus sincère possible, au moins une fois par jour, dans 15 secondes, quoi, et faire ça pendant une semaine tous les jours. S'entraîner à ça, prendre conscience qu'on est tous les mêmes, tous égaux, on est tous dans la même merde, on est tous faits de la même matière, de la même poussière d'étoiles, nous sommes tous identiques, quoi. Donc prendre conscience de cette identité entre tous les humains et toute la vie sur Terre, et avec la Terre, et avec le système solaire. Ouais, c'est une universalité, oui. Absolument, c'est pas c'est une prise de conscience, mais voilà, c'est pas un flash, c'est pas une révélation, tu vois, ça tombe pas dessus comme oh tiens, j'ai compris tout d'un coup. Non, c'est peu à peu, tu te rends compte que tu te sens plus proche, tu as plus d'empathie, t'as plus de compassion, voilà, pour la vie, pour tout le monde, à commencer par toi aussi. Enfin, la compassion bouddhique, c'est l'agapé, l'amour agapé des anciens Grecs. Hein,
Donc, encore une fois, tu as l'éros, c'est l'amour charnel, pulsionnel. La philia, c'est l'amour amical, collectif, familial. L'agapé, c'est l'amour gratuit et inconditionnel pour tout ce qui est, pour tout le monde, qui que ce soit, y compris les pires mondialistes du monde, y compris Adolf Hitler et David Rockefeller, pour tout le monde, quoi. Quand tu commences à développer ça, eh ben, tout va tout seul, et là, pour le coup, le phénomène 2012, il se passera nickel, quoi. Et nous accueillons tout de suite Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. J'ai pas de questions. C'est simplement qu'en écoutant votre émission, ça m'a fait penser à une collection de livres que j'ai acheté pour mes enfants. Mhm. Peut-être vous connaissez, c'est Histoire pour penser à l'endroit. Non, je connais pas. Alors c'est Aline de Pétigny. Donc on peut trouver sur un site internet Penser à l'endroit Mhm. tous ces petits livres pour les enfants, D'accord. mais qui sont aussi très très bien pour les grands et qui nous donnent cette approche pour s'ouvrir au niveau un peu de la conscience et puis changer un petit peu de notre façon de penser. Super. Merci, madame. Voilà. Merci Marie-Laure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour Laurent, mais je passe pas à l'antenne maintenant. Ah si, là vous êtes à l'antenne, Christophe. En fait, j'avais une question pour toi, personne. Pardon Possible. J'avais une question, mais qui ne correspond pas avec le sujet. Ah, la qui est thématique. aujourd'hui. Ah bah oui, mais là, je ne peux pas répondre à la D'accord. question. Je suis désolé, Je suis Christophe. désolé, pardon. Il n'y a pas de Moi, souci. j'appellerai l'autre jour. À une prochaine alors. Au revoir, Christophe. Et nous accueillons Carole. Carole, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. J'adore tout ce que vous dites, mais là, par rapport à l'empathie et savoir pardonner, enfin, Mhm. etc., je suis un petit peu mal à l'aise parce que je le vis comme une violence, entre guillemets, Mhm. que de dire cette personne m'a fait du mal. Déjà, si je dis je lui pardonne, je suis dans le jugement. Je juge qu'elle a commis une faute que je Non. lui pardonne. Enfin, Non, tu non, vois. non, non, Alors non, que moi, attends, je termine si tu veux bien. Ce que je préfère, c'est la compréhension, et je reviens à ce que j'ai dit l'autre fois par rapport à l'approche des besoins. Mhm. Je rentre en moi, et quand cette personne m'a fait ça, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Waouh, comment je me sens maintenant. Mhm. Et je me sens comme ça parce que bon, D'accord. c'est la communication non violente, Anne Marshall Rosenberg, bon, Ouais, ouais. que j'adore. Oui, oui. Et une fois que j'ai complètement connecté à la conscience et nourri d'empathie, d'auto-empathie, mes besoins frustrés, Mhm. je ressens effectivement une forme de compassion parce que je comprends quel besoin il y avait derrière son comportement. Eh ben voilà, Je sais c'est... pas. Et comme exemple rapidement, ma vieille Mhm. maman qui me tout le temps, qui critiquait, qui jugeait, mais tu devrais jeter tous ces livres, à quoi ça sert et tout, et moi dans la souffrance parce que j'étais pas reconnue, Ouais. tu vois, et tout. Ouais. Et quand j'ai suffisamment nourri ou alors reçu de l'empathie d'autres Mhm. par rapport aux besoins de reconnaissance, Mhm. et de valorisation et acceptation, etc. Ouais. Là, j'ai vu une petite fille qui, depuis 93 ans, criait derrière ses apparentes critiques et Ouais. jugements et reproches, criait ses besoins de reconnaissance, C'est ça. d'amour, de valorisation de tout ce qu'elle n'a pas eu dans l'enfance. Ouais, ouais, tout à Et fait. j'ai une véritable compassion, pas pitié, attention, hein, Ah, pas mais pareil, hein. ça n'a rien à voir. Compassion pour elle et admiration de voir qu'elle n'a pas baissé les bras et que depuis Ouais. 93 ans elle réclame, continue. mais malheureusement elle Ouais, n'est ouais. pas consciente de ses besoins, elle ne peut pas ni les identifier ni les exprimer, Voilà, parce que ouais. malheureusement on ne nous apprend pas ça à l'école, c'est la première des choses qu'on devrait Ah, c'est clair, oui. apprendre, et dès la crèche hein, On nous d'ailleurs, apprend plutôt l'inverse, un ouais. enfant ne parle pas, moi je suis enseignante, j'avais un autiste dans ma classe qui cassait tout, qui criait avant que j'arrive, Mhm. et comme il disait aucun mot, je reflétais en sentiments et besoins ce qu'il Ce qu'il voulait exprimer. voilà, ce qu'il exprimait. En Mhm. 8 jours, il a arrêté de crier, etc. Il était plus intelligent que les autres d'ailleurs, tu vois. Eh ben voilà. Et alors voilà. Aimer quelqu'un ou pardonner, etc. Alors qu'on a une blessure quand même au fond de soi par rapport à cette son personne, attitude, par ouais. son comportement. Elle n'a Mhm. pas provoqué une blessure. Attention, parce que là, on se déresponsabilise. On jette toute la responsabilité sur l'autre. Mais son comportement a stimulé des besoins frustrés, tu Mhm, vois. je suis tout à fait en d'accord. moi. Et voilà, et le langage est quand même rudement important quand même. Hein. Le type de langage, on dit qu'on a un gouvernement autiste, mais on est dans un langage d'autiste. Oui, 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 jusqu'à un certain point, effectivement, oui, c'est le cas, je suis d'accord. Oui, excuse-moi, alors j'écoute ce que tu voulais me dire tout à l'heure. Bah après, je veux simplement ajouter à ce que vous venez de dire que je pense que c'est plutôt l'amour qui permet la compréhension et non pas l'inverse. Mais bon, c'est pas très important.
Et là, voilà, je me sens pas en harmonie. J'ai vécu dans des communautés spirituelles où on était dans l'amour, des heures de méditation chaque jour et tout. Et puis pour un petit truc, une broutille, l'ego pouvait exploser. Ça va pas, on ne force pas l'amour. Non mais c'est clair, c'est ce que racontait la petite Sandira, là, une des copines de Trax, son dernier séminaire Éveil et Action. Elle faisait un petit atelier rigolo d'alchimie émotionnelle. Il y a un moment, elle faisait un petit peu la critique de ce mouvement, un peu le Rimba ou le mouvement Rainbow, où les mecs effectivement ils sont un peu dans la dictature de l'amour, il faut se faire des free hugs en permanence, ouais je t'aime mon frère, c'est trop cool et tout. C'est encore plus violent que d'exprimer sa colère. C'est super casse-couille, elle disait ouais putain c'est bon, foutez-nous la paix, j'ai pas envie de me faire câliner, voilà, j'ai rien contre toi mais c'est juste que j'ai pas envie, donc l'amour c'est quand je veux et pas quand tu veux quoi, donc fous-moi la paix, et oui, donc il y a aussi voilà. Voilà, mais derrière ce j'ai pas envie, parce qu'elle a quand même le besoin de contact, d'affectivité. Mais c'est elle qui juge, de quand elle en a besoin et à qui elle s'ouvre. Voilà, on est dans le jugement, et le jugement c'est la rupture, c'est quand on n'est pas en connexion avec la conscience de le jugement, c'est le moment où l'ego reprend le contrôle. Ouais. Voilà, donc effectivement, oui, j'entends que t'as pas envie, et on lui reflète à ce moment-là quels sont ses besoins, tu vois. Et en lui reflétant, elle connecte à la conscience de ses besoins, et puis elle connecte probablement à l'envie que quelque part elle refoule. Absolument. Je suis d'accord. Merci Carole. Merci madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Je reviens sur le petit encart à la fin de ton article. 2012, c'est maintenant. Tu nous dis donc ceci, le 16 octobre dernier, les éditions Ariane ont organisé à Toulouse une série de conférences avec leurs principaux auteurs sur le thème Au-delà de 2012, vivre en équilibre dans un monde en mutation. Alors pourquoi Toulouse ? Parce que selon le maître Saint-Germain, donc un être ascensionné canalisé par Pierre Lessard, qui était l'un des intervenants, la terre d'émergence du Nouveau Monde sera la terre de France, en particulier le sud-ouest, devant les Pyrénées. Il ajoute que la France aura, conformément à sa tradition contestatrice et révolutionnaire, une influence majeure sur les plans politiques et économiques. Quant à la date, la plupart des intervenants l'ont répété, et notamment Pierre Lessard, qui nous dit ceci, le 21 décembre 2012, on s'en tape. Comme l'a dit plaisamment Patricia Cori, canal du Haut Conseil de Sirius, le 21 et 22 décembre 2012, nous serons en train de faire nos courses pour Noël. Quant au maître Saint-Germain, il affirme que l'an 2012, le rendez-vous de la nouvelle conscience, c'est maintenant. Il a par ailleurs validé la période de 26 millénaires en voie d'achèvement de nos jours. Le fameux cycle de 26 000 ans, 25 625 plus précisément, de la précession des équinoxes. Selon Greg Braden, celui qui a écrit l'énergie au point zéro, également présent, depuis 1980 et jusqu'en 2016, la Terre se trouve alignée sur le centre de la Voie lactée, d'où jaillit une énergie particulière qui influe sur notre planète. Ça, c'est une première chose, on va y revenir, mais je finis le petit encart, où là, tu nous parles de vibration cristalline. Alors, c'est un autre facteur d'évolution évoqué lors de cette rencontre de Toulouse. Les nouvelles vibrations cristallines, notamment mentionnées par Saint-Germain. L'augmentation de la fréquence de la Terre, donc, qui est la résonance Schumann, par le biais du cristal de quartz, dont notre planète est composée en grande majorité, et qui affecte toute vie et jusqu'à notre constitution cellulaire. Et là, on rejoint Gilles Cinquin qui évoque aussi ce phénomène. Résultat annoncé, l'activation des 10 brins d'ADN encore en sommeil, ceux qu'on a appelés les ADN poubelles. C'est intéressant. Finalement, tout ce qui est le plus important, c'est soit la matière noire, soit c'est l'ADN poubelle. Enfin, c'est toujours extrêmement intéressant. Ainsi que le libre accès de chacun d'entre nous aux connaissances inscrites dans nos cellules, soit la connaissance de tout l'univers, puisque, comme l'a rappelé le maître Saint-Germain, chacune de nos cellules est un hologramme de l'univers entier, avec toute la connaissance qu'il contient. Il a d'ailleurs terminé son intervention en précisant que ce qui a fait les maîtres, les initiés, les ascensionnés, ce n'est pas la connaissance, mais l'amour. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Patricia Cori donc, est une Californienne qui est une figure du mouvement New Age US, qui a fait une super conférence et qui a... Alors, il y avait plusieurs choses d'intéressantes. Elle a commencé par effectivement valider la thèse, enfin un des aspects de la thèse d'Anton Parks, dont on parlera bientôt puisque je prépare un sujet là-dessus pour Nexus. Thèse selon laquelle l'humanité a été créée par les fameux Anunnaki, des êtres extraterrestres qui nous ont bidouillé, qui ont bidouillé l'ADN. Le code génétique des Australopithèques ou de je ne sais quoi, des hominidés qui étaient présents sur Terre à cette époque-là pour créer l'Homo sapiens sapiens. Bon, donc d'après son canal à elle, enfin sa source à elle, qui est le Haut Conseil de Sirius, qui serait des entités de 6e dimension, paraît-il.
donc on nous a endormis ces 10 brins d'ADN, enfin c'est pas les Anunnaki, ce sont leurs rivaux, parce qu'il y a eu Une guerre. un conflit à un moment. Donc les petits gris ou les reptiliens, enfin, je sais pas comment on les appelle, ont mis en sommeil ces 10 brins d'ADN pour nous maintenir en esclavage. Donc sous l'effet du contexte vibratoire actuel, ces 10 brins sont en train d'être réactivés peu à peu. Autre chose qu'elle a sorti rigolo, mais là on retombe dans le conspi pur, elle a, selon elle, la marée nord de BP au Nouveau-Mexique était volontaire. Bon, ça c'est apparemment un scoop, parce que Nexus avait aussi lâché des billes comme quoi l'un des exécutifs de la boîte avait vendu ses parts 3 mois avant, bon, classique quoi. Mais par contre, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que donc la marée nord est volontaire, et la façon dont ils font semblant de nettoyer la marée noire est aussi un prétexte, puisque au lieu de balancer des produits nettoyants, entre guillemets, ils balancent encore des produits toxiques. Et le but du jeu, au-delà de tout ça, serait, paraît-il, de bousiller un max de dauphins et de baleines, puisque ces animaux-là, par leur... encore une fois, leur démarche vibratoire, hein, je sais pas trop comment ça, mais il y a pas mal de littérature aussi là-dessus, contribuent à l'équilibre de la vie sur Terre et à l'équilibre de la vie dans le système solaire également. À tel point que, voilà, nos augustes maîtres du monde, hein, on les appelle comme on veut, on s'en fout, veulent détruire un max de dauphins et de baleines pour maintenir leur mainmise sur la mentalité de la population mondiale. Alors je reviens et je redonne le numéro de téléphone d'ailleurs pour ceux et celles qui souhaitent te poser des questions, 08 92 23 95 20. Sur cette idée de l'ancien monde qui est en train de mourir mais qui représente la majorité de la population mondiale, en tout cas le système, le fonctionnement, la manière de voir le monde, et puis de ces créatifs culturels, 10-15%, peut-être plus, pourquoi pas, de la population mondiale. Il y a ceux qui ne le disent pas aussi, hein. Il y a pas mal de monde qui sont beaucoup plus évolués qu'ils en ont l'air, mais qui ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être montrés du doigt ou ostracisés. Mais il y a rarement du monde qui est en train d'évoluer très vite, quoi. Alors, en tout cas, comment, puisque tu parlais de toute façon, vu le temps Kairos qui est en train de s'accélérer, ces synchronicités qui nous poussent à réveiller toutes nos mémoires endormies, tout ce qu'on traîne, qui est enfoui en nous. Alors, qui fait que nos mémoires se libèrent toutes seules très vite. Voilà. On décide de rien, là, on subit. Hein. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, que l'on le veuille ou que l'on ne le veuille pas, la vie va nous amener à... Alors qu'on le veuille, c'est peut-être plus facile, mais si on ne le veut pas, tu nous disais tout à l'heure, pétage de plomb, suicide, voire défense de l'ego absolu à vouloir se raccrocher à ce qu'il connaît. Voilà, et comportement super agressif du coup. Alors pour éviter, je dirais si on peut dire ça comme ça, pour faire en sorte de ne pas être là quand l'intensité va être de plus en plus forte, et notamment auprès de nos différents gouvernements, quel qu'il soit, à la surface de la Terre. Toi, tel que tu le ressens d'un point de vue intuitif, tu ressens quoi Je m'en fous. Tu t'en fous. Ouais. Se passera ce qui doit se passer. Je souhaite pas que des gens meurent évidemment, mais à la limite je m'en fous, puisque si quelqu'un doit mourir, c'est que c'était inscrit dans son chemin de vie, et bon bah de toute façon voilà, la vie après la mort étant ce qu'elle est, bon bref. Je souhaite de souffrance à personne, mais je suis pas non plus... Enfin, personne ne peut vivre à la place des autres, quoi. On a suffisamment de boulot à faire vis-à-vis de soi pour pas s'occuper de la vie des autres, commencer à distiller conseils et recommandations, et encore une fois vouloir faire le bien des gens malgré eux, quoi. Parce que là on retombe dans la domination de l'ego, la fuite en avant, la fuite de soi, et c'est là qu'on fait de la merde, quoi. Donc oui, beaucoup de channels aussi te disent qu'il va y avoir des guerres, des catastrophes, des cataclysmes, des millions de morts, patin couffin. Mais je suis tombé sur des vieilles prédictions de channels d'il y a 10-15 ans maintenant, où les mecs nous annonçaient des trucs, mais absolument délirants, quoi. Mais pour des années qui sont maintenant révolues, ils annonçaient déjà des trucs abominables, cataclysmiques, il ne s'est rien passé, quoi. Donc une prédiction, une prophétie, par définition, elle décrit une possibilité, une éventualité, que nous validons ou pas, hein. On peut décider que cette prophétie, elle n'aura pas lieu parce qu'on est suffisamment évolué, on a décidé qu'elle n'aurait pas lieu et qu'on va vivre autrement, et que donc du coup les conditions du présent changent, et donc le futur, c'est un autre futur qui se crée et qu'on vivra. Encore une fois, voilà, la co-création, ça se passe maintenant, on est libre de faire le monde qu'on veut, quoi. Et c'est pour ça que nos gouvernements pètent des plombs, qu'ils s'envoient des pétards atomiques dans la gueule. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, quoi? On n'y peut rien. Enfin si, on y peut dans le sens où déjà faut pas en parler, faut pas y penser, parce que sinon on créera la possibilité que ça se passe. Et puis il faut vivre pour soi, essayer de cultiver effectivement ce pardon, cette empathie vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'autrui, pour pouvoir resserrer les liens avec les autres, et puis commencer à créer des embryons de sociétés alternatives qui sont déjà en train d'émerger un peu partout, mais commencer à faire le lien entre elles puisqu'elles sont trop dispatchées, et qu'il y a une énorme pression pour que personne n'en parle, évidemment.
Et voilà, mais il y a tellement de choses à faire à ce niveau-là pour se prendre la tête sur des guerres, des gouvernements qui pètent les plombs, de la manipulation mentale, de l'intox médiatique, de ci, de ça, le conspi. Ouais, c'est intéressant, je te dis, mais on s'en fout, c'est pas important, c'est vraiment pas important. 08 92 23 95 20, nous accueillons Paul. Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Salut. Salut. Ton discours est analysé en ce moment par, t'imagines bien, de multiples personnes. Pour certaines d'entre elles, regroupées ici ou là dans des forums, tu vois, dans des chats en temps réel. Ah ouais, ah tiens, salut les gars. Eh ben, c'est pas difficile d'imaginer, tu sais comment ça fonctionne maintenant avec l'internet, hein, Oui. il y a plein de chats partout, bon. Oui, donc. Et donc, en fait, là, je suis avec des gens certains t'apprécient. Moi, c'est mon cas aussi. J'étais intervenu quand tu avais parlé du Codex Alimentarius. Ah, merci. Et donc, je te remercie aussi pour ce passage. Mais pour te dire comment ça peut aller vite, en parlant de vitesse, les gens peuvent en venir très vite, même s'ils t'apprécient, à se demander si t'es pas franc-maçon, par exemple. Ah bon. Ah, bah, Et oui, je t'explique pourquoi. Et tu vas voir, en fait, cette problématique de la qualification de la pertinence d'une source, ou de son point de vue, orienté ou pas, est généralisable quasiment à tout discours, parce que partout on peut trouver, enfin tu t'accordes avec moi je pense, partout on peut... L'interprétation, voilà, hein, ça peut aller dans tous les sens, c'est que de la rhétorique, c'est de l'habileté rhétorique, voilà, ce qu'il y a derrière on s'en fout. Surtout qu'on est quand même rodé avec les politiques et tous ceux qui essaient de mener la barque au niveau du pouvoir médiatique et autres. Et donc, à part se demander si je suis franc-mac, ils font quoi dans leur vie les mecs? Cette question, j'en ai pas la réponse pour être simple et direct. Bon, et la tienne de question? Et donc, moi, ce pourquoi j'appelle, c'est pour relayer avec mon filtre à moi la question qui a été posée, ce que ça m'évoque. Et donc, ah oui, d'accord. J'essaie de retrouver mes esprits. C'est-à-dire, voilà, fondamentalement, à la base, et tu viens de le répéter juste avant que j'intervienne, là, alors que j'étais déjà en ligne, il n'est pas valable, je le traduis ainsi, tu vas me dire si je me trompe, je pense ne pas trahir ton esprit, il n'est pas valable, car pas efficace, carrément, on peut sortir le mot de l'efficacité, d'exprimer ou de réexprimer, car peut-être en filigrane, tout le monde le sait déjà, à quel point nos gouvernements sont fascisants, voire fascistes déjà. Bon. Et en même temps, tu te dis, bon, bien sûr, on peut le dire, mais voilà, donc l'efficacité, elle se... c'est pernicieux, si tu veux, en termes d'efficacité, pour le coup, mais le terme est bien choisi, parce que eux, ils sont, entre guillemets, nos gouvernements, enfin, pas nos gouvernements, il y a encore, mais surtout le gouvernement mondial qui chapeaute un peu tout ça en coulisses, mais ce qui les intéresse parce que tu remarqueras qu'il y a quand même beaucoup d'infos qui alimentent le web conspi, qui sont des fuites organisées. Parce que les mecs savent très bien qu'en distillant quelques infos comme ça, bien ciblées, il y a plein de monde qui va s'en emparer, qui va la faire fructifier. Et les mecs comme ça se créent des petits mondes à eux dans lesquels ils jouent à se faire peur, ils brandissent des infos délirantes. Oh là là, tu savais que machin, qu'on va se faire... Je n'apprécie pas ce discours personnellement. Bien sûr qu'il peut y avoir cette dimension. Mais attention, on n'est pas que cons non plus. On sait analyser le truc, tu vois. On sait dialoguer. Moi, je communique avec Radio Ici maintenant, présentement. Ça fait des années que je le fais. Non, mais ce que j'allais t'expliquer, c'est que faut se demander aussi à quel point cette démarche analytique, elle n'est pas voulue et désirée par les mecs auxquels tu tentes de t'opposer. Mais soit. Moi, je suis fondé aussi à me demander à quel point t'es pas mandaté pour nous la faire à l'envers, du genre, bon, vous posez pas de questions les gars, c'est bon, on le sait déjà, hein. De toute façon je le répète, on l'a tous dit, c'est le bordel, et puis allons-y, donc soyons juste dans l'instant présent. Parce qu'effectivement, c'est la voie de l'émancipation spirituelle, moi j'ai goûté aussi, sérieusement, très sérieusement, ça m'a même coûté très cher en termes d'investissement. Mais bon, le fin mot du problème, je veux dire, tu vois, si on s'intéresse pas à tout ça, qu'on on s'abstient de cultiver des pensées sur ces questions-là, parce que bon, ça bouffe l'esprit, je l'ai vécu aussi, et... Alors quoi? Est-ce que ça va régler les problèmes? Bon, c'est vrai que si on s'occupe de nos petits problèmes et de nos petites communautés qu'on essaie de fonder ici ou là, je crois que c'est important d'ailleurs au passage, hein, et comme tu l'as dit, il est important qu'on communique là-dessus, parce que les grands médias ne le font pas, les gens n'ont pas connaissance. Ils ont pète de trouille de ça, Pardon? Ils ont pète de trouille de ça, parce que c'est une alternative crédible au système qui est en train d'émerger, ils veulent surtout pas que les gens le sachent. Voilà, donc c'est important aussi d'en parler, soit. Mais c'est pas parce qu'on va créer des alternatives comme ça qu'on va survivre à l'explosion, par exemple, d'une petite bombe mini-nuke qui aura été expérimentée il y a 2-3 ans à coût de milliards d'euros, et ça on le sait pas trop, à Biscarrosse par exemple. Paul, tu vois. comment veux-tu empêcher excuse-moi, mais l'explosion je finis le propos, ça me semble important. Il y a des centaines de gens
qui ont manifesté à cette occasion-là, qui se sont retrouvés face à des centaines de CRS, autant qu'eux en fait. Ça a été relayé 5 minutes à France Info, 5 minutes à France Inter et dans les médias locaux. Mais ça n'a pas été relayé plus que ça. Eh bien, il me paraît, moi, important d'en parler maintenant, par exemple. Que les gens sachent que, non, contrairement à ce qui est dit depuis 95 ou 16, je ne sais plus combien, on ne fait plus péter de bombes nucléaires pour ce qui est de la France en atmosphère ou souterrain, parce que maintenant tout est numérisé, modélisé, et même on a un ordinateur du CEA qui est 6e au top 500 des super ordinateurs dans le monde. Là, tout récemment, le truc est sorti. Ouais, mais attention, c'est-à-dire qu'on continue, alors que beaucoup de gens, l'essentiel des citoyens français ne le savent pas, à l'occasion, à faire péter des bombes. Et en l'occurrence, on en arrive maintenant à des mini-nukes. Ça veut dire quoi, des mini-nukes? C'est le mot anglais pour dire, c'est de la bombe nucléaire, mini, qui va péter, genre, à quelques 50 ou 100 mètres sous terre, un bunker iranien, par exemple. Alors, le fait de parler de ça, est-ce que j'amène le phénomène sur la table? Bien sûr. Mais est-ce que je le fais germer dans la réalité? Pas nécessairement. Moi je dis, au contraire, mettons dans la lumière ceux qui souhaitent être restés cachés, et c'est bien si ça va se résorber, tu vois. Il faut qu'on communique sur tous les plans, pas seulement. Je trouve ton approche ici parcellaire et je m'en méfie. Je suis pas tu contre. comprends? Non mais je t'ai pas dit qu'il fallait pas communiquer, je te dis que c'est pas le plus important. Voilà. Ok. C'est une question de priorité si tu veux. Pour moi ça me paraît pas le plus important. Le plus important c'est de bosser à son niveau sur soi. À ce stade ta réponse me convient très bien. Je t'embrasse. Salut. Salut Paul. De même que tu avais abordé le Codex Alimentarius, et tu le disais tout à l'heure, quelque part tu te tires une balle en disant que c'est pas le plus important, même si tu fais des articles dessus, et parler de ce qui ne va pas, c'est une chose, on peut le faire, mais de là à s'atteler à la tâche et à rentrer, à te vampiriser par ce genre d'informations, peut devenir oppressant, et il y a de quoi rendre fou carrément. Oui, et puis tu perds du temps basiquement, quoi. Il y a autre chose de plus important à faire, à mon avis. Je laisse la possibilité aux auditeurs d'intervenir une dernière fois en attendant vos appels, le 08 92 23 95 20, une petite respiration musicale. Puis si vous n'avez plus d'autres questions, je crois que Alexandre, nous aurons fait le tour. I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad hearts drove the two between the old love and the new love, the old for her, the new that made me think all island dearly, while soft the wind blew down the grave and shook the golden barley. 'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men, while soft winds shook the barley. 'Twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foreman shuffler stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early. On my breast in blood she died, while soft winds shook the barley. Voilà, donc pas d'appel ou d'intervention. Je crois donc, Alexandre, que nous avons été très clairs. Durant cette émission, tout a été compris et validé, plus ou moins, je ne sais pas. Validé, je ne sais pas. Mais ça, c'est à la disposition des auditeurs à travers ton article dans le dernier Nexus, donc je le rappelle, paru novembre-décembre, numéro 71. Voilà, que te dire si ce n'est un grand merci? Merci à toi, Laurent. Et puis, on se retrouvera certainement prochainement. Quand tu veux. Donc, voilà. Bonne continuation à toi et bonne route. À bientôt. Salut. Salut, Alexandre.
La suite de nos programmes, eh bien écoutez, je vous propose, justement, puisque Alexandre tout à l'heure parlait des prises de conscience qui peuvent se faire des fois dans des endroits très durs, eh bien les propos de Satprem, notamment disciple de Mère et de Sri Aurobindo, qui parle de l'évolution de l'humanité. C'était une interview qu'il a donnée en 1982. Et Satprem, ayant eu l'éveil de son côté, il vous explique dans quelles conditions et ce à quoi s'apprête l'humanité à traverser. Alors il le dit avec ses mots, d'ailleurs c'est très beau, accompagné d'une petite musique. Donc voilà l'occasion pour vous d'écouter, puis de découvrir peut-être pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Au revoir à tous et je vous dis à 17h30, je vous retrouve pour le magazine Santé et Spiritualité.